Bonjour à tous, bienvenue dans le 16-30, le rendez-vous des moins de 30 ans en Auvergne. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous encore une fois en ce samedi 27 novembre au soir. On est ensemble pendant 2 heures à Saint-Flour, dans le Cantal, sur son éperon rocheux, pas vraiment, on le voit d'ici, l'éperon rocheux de Saint-Flour. Nous sommes au bar Le Clandestino, bar qui nous accueille pour ces 2 heures. On remercie Pierre pour son accueil aujourd'hui. Saint-Flour, commune d'environ 6000 habitants, je fais une petite présentation, capitale historique de la Haute-Auvergne. Saint-Flour, bonne situation au niveau des transports, on n'est pas très loin d'autoroute A75 qui nous descend dans le sud et puis jusqu'à Clermont. Dans cette émission du 16-30, vous le savez, on donne la parole aux jeunes particulièrement, on essaie de discuter avec eux, de les entendre sur des problématiques qui les concernent. Cette émission est diffusée sur le www.16-30.fr. Vous pouvez regarder cette émission en direct tous les soirs de 18h à 20h ou en podcast. Au programme ce soir, comment aider les porteurs de projets à s'installer à Saint-Flour particulièrement. Et puis la deuxième thématique, les jeunes ont-ils les moyens d'entretenir leur voiture? Non, pas du tout. Leur santé. Les jeunes ont-ils les moyens d'entretenir leur santé? Ça sera la thématique développée tout à l'heure. Les dates de la tournée du 16-30, une tournée qui va se prolonger jusqu'à samedi 4 décembre. On est en tournée depuis le 3 novembre dans les communes d'Auvergne. On est passé chez vous peut-être déjà. Voici les prochaines dates. Ma voix déraille. Mardi prochain, mardi 30 novembre, nous serons à Aurillac. Si vous êtes d'Aurillac, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et participer à cette émission dans le public. Nous serons au Moment Café, 24 rue des Frères, pour aborder les thématiques du logement et de l'insertion professionnelle des jeunes. Jeudi 2 décembre à Clermont, rendez-vous à la maison de quartier Croix de Néra. Vendredi 3, nous serons à Montluçon, à la MJC Font-Bouillant. Et donc, cette tournée se termine samedi prochain, samedi 4 décembre à Vichy. Rendez-vous à tous au bar L'Académie, place de la Gare. On compte sur vous, on compte sur vos témoignages et sur vos bonnes idées pour améliorer la condition des jeunes et puis pour améliorer surtout l'autonomie, la prise d'autonomie des jeunes en Auvergne. www.16-30.fr. Merci à vous de chez vous d'être avec nous ce soir donc à Saint-Flour. On commence avec quelques infos. La première info, c'était incontournable. Le point météo, bien sûr. La neige a surpris tout le monde hier en France. Il a neigé jusqu'à 15 cm de neige dans le Cantal. Seul département d'ailleurs placé aujourd'hui encore en vigilance orange. En Auvergne, les autoroutes ont tardivement été rouvertes aux poids lourds dans l'après-midi. Les précipitations neigeuses vont devenir plus rares, plus faibles ce soir avant de cesser complètement en fin de nuit. Pour les automobilistes auvergnats, le col du Pas de Pérol, c'est dans le Cantal, vous allez me dire où c'est, et celui de la Croix-Saint-Robert dans le Puy-de-Dôme sont fermés. Ce samedi, on parle aussi de la pénurie de pneus neige. Aïe, aïe, aïe. De nombreux garagistes avaient du mal aujourd'hui à faire face aux demandes, même en Auvergne, pourtant siège de Michelin. Michelin qui admet des retards pour cause d'explosion des ventes à travers l'Europe. Deuxième petite actu. C'est de la santé et ça va concerner notre deuxième thématique de la soirée. Mercredi dernier, on a appris que près de 3 Français sur 10 déclarent rencontrer des difficultés pour trouver un médecin spécialiste près de chez eux, selon un sondage réalisé par Via Voice pour le collectif interassociatif sur la santé. Un sondage rendu public donc mercredi 17 novembre. Les agriculteurs, les habitants des zones Rhône-Alpes-Auvergne ou Bretagne-Loire-Poitou-Charentes et les jeunes âgés de 25 à 34 ans font partie des Français qui ont le plus de mal à trouver un spécialiste à proximité de leur domicile. C'est ce que nous apprend donc cette enquête réalisée par Via Voice. On attaque tout de suite cette émission par la première thématique, porter un projet à Saint-Flour. Est-ce que c'est possible? Franchement, on se pose la question. On va en parler avec nos invités ce soir. Je fais un petit tour de table. On va commencer à ma gauche. Benoît Parret, bonjour. Vous êtes chargé de communication à la communauté de communes.
Tout à fait. Hein, vous allez nous parler de la création d'entreprises ici à Saint-Flour et puis autour, dans les communes avoisinantes. Comment on fait pour les aider? Puis qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi c'est dur parfois? Loïc Duhoux à ma droite, bonjour. Bonjour. Créateur d'entreprise, Oui. Carton Style. Oui, c'est ça. C'est le bon exemple de Saint-Flour en matière de création d'entreprise. Peut-être un des bons, quoi, on va dire, s'il y en a, mais c'est vrai que bon, y a un bon retour, quoi, au niveau de l'entreprise, ça commence à bien fonctionner. Ouais, Loïc, tu vas nous parler surtout de ton parcours et pourquoi avoir choisi Saint-Flour pour t'installer. Qu'est-ce qui a été difficile? Comment tu t'es fait aider et comment ça aurait pu être un peu plus simple pour toi? Est-ce que à quel moment dans la création puis dans ton installation ça a été le plus compliqué? Xavier Canon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Xavier. 26 ans, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Xavier, tu représentes l'association et l'école de cirque Diego & Co que tu as créée. Tu n'étais pas tout seul, j'imagine, juste à côté de Saint-Flour. Pas tout seul au début, si, et tout de suite j'ai compris qu'il fallait s'entourer et trouver des gens pour me suivre dans ce projet. Bon, alors ce projet-là, on va aussi voir avec toi comment ça s'est passé et à quel moment ça a été le plus compliqué à réaliser. Également sur le plateau, Pierre. Bonjour Pierre, je vais te donner la parole en premier. Tu es le gérant du Clandestino qui nous accueille ce soir. Merci beaucoup, ça craque. Ben voilà, c'est le micro. Pierre, tu es le gérant du Clandestino, puis tu as un parcours assez atypique. C'est atypique, je sais pas. Un petit peu quand même, non? Tu as repris le fonds de commerce ici à 24 ans, tout jeune. Tout jeune, oui et non. Non, tu trouves pas? C'était déjà... C'est un peu dans la mouvance. Moi, quand on est jeune, on a envie de travailler dans un endroit qui nous plaît, dans un milieu qu'on connaît et qui nous ressemble. Donc moi, avoir un bar, voilà, ça m'a toujours plu et je me suis lancé. Il y a une différence entre travailler dans un bar, ils sont nombreux, et avoir un bar. Ah oui, certes. Tu vois, c'est cet esprit d'entreprise que tous les jeunes n'ont pas à 24 ans particulièrement. Oui, il y a ça, il y a le fait de plus avoir envie d'avoir un patron au-dessus de nous, de se lancer, pourquoi pas à Saint-Flour, pourquoi pas un bar que j'aimais, qui avait une âme, qui avait quelque chose qui m'attirait dedans. Ouais, donc on s'est lancé. Pour revenir au début, tu es né ici, à Saint-Flour. Je suis né à Saint-Flour, oui. Tu es parti de Saint-Flour pour tes études? Moi, je suis parti de Saint-Flour pour mes études, pour mes parents, pour diverses raisons. Voilà, je suis parti de Saint-Flour, j'ai fait un BTS technico-commercial à Issoire. J'étais barman en boîte pour payer mes études. Après, j'en ai eu marre, je suis parti dans le sud, barman en discothèque. J'ai fait un peu la tournée des grosses boîtes. C'est quoi le sud qui a atterré? C'était le soleil, c'était l'énergie de la saison, voilà, c'est ça. Donc, vu que ça payait pas assez, je travaillais aussi dans un magasin de chaussures. Qui a passé de vendeur, je suis passé à directeur directement, mais sur Paris. Donc après, j'ai fait une carrière de directeur de magasin de chaussures sur Paris. Après, diverses petites histoires avec ma direction, j'ai décidé de me lancer, d'être mon propre patron dans un milieu qui m'a toujours plu. Donc j'ai retrouvé ce bar et puis voilà. Mais pourquoi tu es parti de Paris particulièrement? C'est quoi? C'était la vie parisienne qui te plaisait pas? C'était le job elle me plaît, qu'un jour j'y retournerai. Donc pas du tout la vie parisienne, c'était l'occasion, quoi. Pourquoi se lancer dans un bar à Paris? Oui, j'aurais pu le faire, mais enfin bon, il aurait fallu rajouter un zéro à ce que j'avais de côté. Et là au moins, ça m'a fait une première expérience qui est peut-être plus simple que de se lancer pour une première à Paris, je pense. Donc tu es revenu aussi pour ça, pour des questions, il y avait une question financière. Voilà. Acheter un fonds de commerce à Paris, à 20 ans, c'est impossible. Et le fonds de commerce que tu as repris ici, tu le connaissais déjà? Tu étais client avant? J'étais client, je connaissais Richard, l'ancien, celui qui a créé le Clandestino. Voilà, il est arrivé ça faisait 6 ans je crois qu'il l'avait déjà. Donc on avait déjà parlé avant, quand je venais en vacances, de temps en temps, quand je venais à Saint-Flour, je venais que ici. Donc on en avait parlé, qu'il commençait un peu à en avoir marre, etc. Et voilà, un jour je suis venu boire un café, je lui ai fait ça me plaît, je l'achète. Et voilà, réfléchi. J'étais pas arrivé à la Fajol qui m'avait appelé et qui m'a dit que c'était pour moi. Donc après on n'avait plus qu'à parler d'un prix et puis on s'est lancé. Ça fait 5 ans que tu es là? Ça va faire 5 ans au 1er février. Bon, comment ça se passe 5 ans à Saint-Flour quand on vient de Paris, d'une boutique qu'on est directeur d'une boutique de vêtements? Ça se passe qu'il faut se faire au climat, faut se faire. Aujourd'hui, on peut en parler, mais il faut se faire. Ça se fait tout seul, en fait. On se met le pied dans l'étrier et puis on y va, quoi. Il faut se lever tous les matins. On est ouvert à 6h, on se couche à des fois 1h du matin, 2h du matin, mais il faut y aller, il faut y être. Pas de regret d'être revenu à Saint-Flour? Non, pas de regret. C'est une expérience comme une autre. Et voilà, un jour, il faudra en partir et puis on repartira pour une autre aventure, on verra. Paris?
Paris, oui, Paris, la Corse, le Sud, je sais pas, New York, j'en sais rien, on verra où on ira. Pourquoi? C'est plutôt l'autre aventure ailleurs qui t'intéresse ou une autre aventure aussi à Saint-Flour? Pourquoi ne pas j'aime bouger, donc à partir d'un moment, moi je pense que j'aurais fait le tour. Ouais. Voilà, donc après, je peux faire autre chose, hein. Un bar, une affaire, on peut en créer, on peut avoir une imagination débordante, hein. On peut faire... Il a bien créé des meubles en carton. Des meubles en carton, là, mon voisin à Saint-Flour, il aurait fait ça à Saint-Tropez, ça aurait peut-être marché aussi bien. Est-ce que selon toi, je lui poserai la même question à Loïc, est-ce que selon toi, on peut, toi qui est là donc depuis 5 ans, tu as ton bar, est-ce qu'on peut évoluer? Parce que c'est ce qui fait aussi retenir des créateurs d'entreprises sur place, c'est le fait de pouvoir toujours évoluer. Est-ce que tu as l'impression que tu peux évoluer à Saint-Flour ou le fait de repartir évoluer avec ce métier, du moins avec une affaire propre, c'est difficile. Du moins, évoluer, ça serait en acheter une autre. Parce que bon, j'ai pas de possibilité d'agrandir, j'ai pas possibilité de faire de restauration, de quoi que ce soit. Donc en tant que bar pur, non, évoluer, je pense pas. L'évolution, ça serait de créer autre chose, ou alors à Saint-Flour, ou de reprendre autre chose. Ouais. L'évolution au sein même de cet établissement, c'est pas possible. Mais ton projet, c'est Paris. Mon projet, c'est Paris. Paris, oui. T'aimerais bien remonter à Paris, oui, Paris, ou pourquoi pas une affaire, quelque chose de saisonnier, je sais pas. L'été au soleil, l'hiver à la neige. C'est juste un plaisir de bouger ou c'est aussi une recherche financière malgré tout? Malgré tout, il n'y a pas du gain. Je veux dire, quelqu'un qui décide de partir à Paris prendre une affaire, il va bosser peut-être autant, si ce n'est plus qu'ici, mais bon, à la fin du mois, c'est toujours... Il n'y a pas 6000 habitants qui passent devant la fenêtre, devant la porte. Donc on ouvre la porte, les gens rentrent à Saint-Flour. On ouvre la porte, il faut animer pour que les gens rentrent. Il faut faire venir les amis, il faut leur dire d'attirer les touristes. Vous êtes à Paris, vous ouvrez votre porte. Du moins, la personne qui est derrière le comptoir, vous la connaissez pas. Et si tout le monde se connaît, il y a le relationnel qui est hyper important à Saint-Flour, qui n'existe pas dans une grande ville. À force, forcément, il y a un petit comité. Vous avez forcément des habitués que vous savez à Paris. Ou à Saint-Flour, vous avez toujours les mêmes habitudes dans ce genre d'affaires, mais vous avez tellement de passages à côté il y a quelqu'un que vous décevez ou quelqu'un à qui vous plaisez pas, c'est pas grave, il y en a 10 autres qui rentrent, donc à Saint-Flour, non, faut pas. À Saint-Flour ou ailleurs, dans une petite ville. Ça t'inquiète pas de retourner à Paris, de retrouver dans un environnement... J'y suis pas, s'il faut que j'y retournerai pas, mais si c'est le cas, non, ça de te retrouver dans un environnement que tu ne connais peut-être plus, ou là, en effet, c'est ton village, du coup, maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Paris, ou comme je vous dis, ça peut être une autre ville, ça me dérange pas. C'est l'affaire, l'occasion qui fera le larron, comme on dit, c'est un coup de cœur, une idée, un truc, ça peut démarrer demain. Là, pour l'instant, non. Parce que pour l'instant, je suis ici et je me consacre ici à fond et on verra. Très bien. L'avenir. Et on verra l'avenir, voilà. Mais en tout cas, l'avenir, elle peut se passer partout pour toi. Voilà. Ou peut-être à Saint-Flour. Ouais, on sait jamais. Il y a peut-être un bar 2 fois plus grand, non? Non. Si je reste à Saint-Flour, ce ne sera pas pour rester dans le même... Pas dans la même activité. Dans la même activité. J'aime bien la diversité aussi. Benoît Paré, c'est difficile de garder les créateurs d'entreprises et de garder les entreprises sur le territoire de Saint-Flour? Je crois que Pierre est un bon exemple, quelqu'un d'ici. Le pays de Saint-Flour, comme la grande majorité du département du Cantal. Juste, je vous coupe, Pierre va retourner évidemment derrière son bar, travailler. Merci beaucoup Pierre pour le témoignage. Et on va accueillir Virginie Stadelman qui est avec nous, qui est arrivée. Allez, venez vous installer à côté de nous. Benoît, je vous laisse donc me répondre. Bonjour Virginie. Prenez votre casque, on va faire connaissance ensemble. Voilà, donc je disais que Pierre était un bon exemple finalement de ce qui se passe sur notre territoire, qui est un territoire où les jeunes ont tendance à partir en masse. Ça a été le cas pendant des décennies, voire plus d'un siècle. L'avantage aussi, c'est qu'on va prendre de l'expérience ailleurs pour beaucoup de jeunes, soit par les études, soit par monter à Paris. Ce qu'on disait, monter à Paris, ça existe encore. Il y a beaucoup surtout dans ce métier de bar, de bistrot, de restaurant. Et il y en a quelques-uns comme lui, comme d'autres, qui sont revenus. Donc ça veut dire que le territoire, même s'il est rude, comme on peut le constater aujourd'hui avec la neige, est quand même à une dimension où on peut quand même se faire plaisir au niveau professionnel. Alors après, pour maintenir des jeunes, comme l'a dit Pierre, il y a aussi les opportunités. Ça, c'est pas le plus évident.
il faut avoir de l'argent, de la passion pour faire ce qu'on a envie, et un petit peu d'argent pour arriver à mener cette passion qui puisse rapporter. Il faut avoir de l'argent un petit peu moins que quand on est à Paris, comme disait Pierre. C'est quand même beaucoup plus simple pour démarrer. Ça, c'est le plus sur le Cantal, à Saint-Flour en particulier, c'est qu'une affaire se négocie avec un peu moins d'argent. Donc effectivement, pour démarrer quelque chose, je crois qu'on est sur un territoire qui peut être assez sympathique, avec effectivement la possibilité de connaître tout le monde. On est dans un petit village, donc ça aide aussi pour avoir la possibilité de rencontrer des gens comme la CCI, les collectivités, d'avoir quelques portes qui s'ouvrent pour arriver à mener son affaire et construire son projet. C'est aussi de connaître les banquiers, c'est de connaître tous les interlocuteurs. Ils sont nombreux, c'est peut-être un petit peu la difficulté, c'est qu'il y aurait un guichet unique pour les jeunes, ça leur rendrait la situation beaucoup plus facile. Après, il y a la collectivité dont je fais partie, la communauté de communes, qui a dans ses compétences le développement économique. Donc on a pensé pas simplement aux jeunes, effectivement, on a pensé à tous ceux qui avaient envie de créer. Il a été construit sur la proximité immédiate de l'autoroute, un village d'entreprise qui sert de pépinière, où les jeunes qui sont sur du tertiaire principalement peuvent trouver des bureaux, trouver de l'espace pour pouvoir s'installer à moindre coût et se lancer. Ça, je crois que c'est un petit plus que la collectivité peut apporter. La pépinière existe aujourd'hui ? Elle existe depuis quelques années. Virginie pourra en témoigner puisqu'elle y est, avec un centre de télétravail qui est sa spécialité dans son activité, qui lui a permis de venir s'installer sur le territoire. Alors bon, effectivement, la collectivité, il ne faut pas tout en attendre. C'est d'abord les jeunes qui ont leur propre projet. Ça, c'est une chose. Après, il faut trouver le lieu. Le problème, c'est qu'un projet de création d'entreprise, voilà, un projet de création d'entreprise, il peut, la même entreprise peut très bien s'installer à Saint-Flour ou à Moulins, sans que forcément ça n'ait d'incidence sur le chiffre d'affaires. Certaines entreprises aujourd'hui qui travaillent plus à l'export n'ont pas spécialement besoin de s'implanter ici à Saint-Flour. Alors, on va peut-être donner la parole à Virginie. Donc Virginie, vous avez créé Couleurs Vives, il y a un an. Il y a tout juste un an. Tout juste un an. Benoît parlait du guichet unique déjà qui pourrait être intéressant pour un jeune créateur. Vous, comment ça s'est passé ? Oui, alors moi je viens aussi de la région parisienne. J'étais en région parisienne et j'avais... Les échanges entre Paris et Saint-Flour, il y a une autoroute. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est l'autoroute. Et c'était, comme on vient de le dire, c'était difficile financièrement de joindre les deux bouts à Paris. Donc moi j'étais salariée dans une entreprise et j'avais envie de rejoindre Saint-Flour pour rejoindre une partie de ma famille, d'une part, mais aussi parce que il fallait que je vive un peu mieux et pouvoir accéder à la propriété, ce genre de choses, avoir plus de loisirs, avoir une meilleure qualité de vie. Donc j'ai choisi de quitter Paris et de m'installer à Saint-Flour. Les démarches ont pris environ 2 ans. J'ai rencontré le conseil général du Cantal qui m'a parlé du programme Télécentre et effectivement ensuite rencontre avec la communauté de communes qui m'a accueilli dans leur télécentre à Saint-Flour. Combien d'entreprises peuvent être accueillies à la pépinière ? Nous avons de la place tout de suite. Oui, il y a quelques bureaux qui sont libérés justement parce que des entreprises sont venues, ont grandi, ont mûri et sont repartis soit parce que l'envie de s'installer ailleurs sur le territoire, c'était juste un passage et c'est le but de ce village d'entreprise. Il y a des possibilités, ça va du bureau de 15 mètres carrés à un module un petit peu plus grand de 600 mètres carrés qui est actuellement utilisé par un télécentre également, mais avec possibilité de pouvoir s'installer avec du stock, des machines s'il le faut. Et après, il y a l'aide directe aux entreprises qui est de trouver du terrain. La collectivité a mené une grande politique pendant plusieurs années de construction, de réalisation de zones d'activité pour que les entreprises s'installent. Ouais. Alors dans les entreprises qui s'installent, il y a quelques jeunes, heureusement. Et voilà, bien sûr, heureusement. Est-ce que le parc immobilier d'entreprise était insuffisant selon vous ou mal adapté à ce type de profession, de métier, d'entreprise ? Il était insuffisant.
même quasiment inexistant au moment où l'autoroute est arrivée, puisque c'est un plus. C'est ce qui a permis au territoire de passer d'un enclavement à une possibilité de s'ouvrir sur l'extérieur. Vous avez parlé de l'autoroute jusqu'à Montpellier. C'est vrai que nous avons une situation stratégique où les affaires ne coûtent pas trop cher, mais avec la possibilité pour des entreprises de s'exporter. Ça, c'est important. Grâce à l'autoroute, dans des choses à la qui sont originales, qui ne sont pas forcément en lien avec une clientèle locale. On est à 2 heures de Montpellier. C'est quand même un gros paquet de clientèle potentielle. On n'est pas loin de Clermont. Ça compte. À combien de Clermont quand il n'y a pas de neige? 3/4 d'heure en voiture pour arriver aux portes de Clermont. Ouais. C'est 2h15 centre-ville de Montpellier. Je crois que pour des entreprises, c'est très important. Loïc du Carton Style, même question pour votre installation à Saint-Flour. Elle s'est faite comment? Comment vous avez choisi Saint-Flour? J'ai pas vraiment choisi en fait. Ça faisait un moment que j'étais là, plusieurs années. J'avais fini mes études. Enfin, j'étais au lycée à Saint-Flour déjà, donc voilà. D'accord. Je suis natif de Marseille en fait. Ensuite, après, j'ai fait bon. Donc après, j'ai continué à vivre ici parce que ça me plaît en fait. Même la température, je m'y suis fait finalement. Et qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Ouais. La nature. Les espaces, l'air pur, les gens sont sympas. Enfin, je me sens bien ici. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'enseigner. Donc c'est une idée qui me trottait depuis longtemps dans la tête. J'ai connu le carton alvéolaire par hasard. Et donc voilà, je me suis renseigné. J'étais pas spécialement pressé puisque j'avais un travail à côté qui me prenait beaucoup de temps déjà. C'était quoi comme travail? J'étais dans le transport. Ici à Saint-Flour aussi? Oui, aussi. D'accord. Oui. Dans une entreprise de transport. Je suis bien content de plus le faire avec des journées comme aujourd'hui, par exemple. Oui. Mais voilà, donc j'ai pris le temps de me renseigner, j'ai pris le temps de m'outiller en amont, acheter un véhicule utilitaire, etc. pour pouvoir me lancer, on va dire, aussi avec un minimum de stress, vu que c'est quand même un secteur un peu particulier et je savais pas trop où j'allais. Même aujourd'hui, c'est pas encore très clair, mais en fait, ça va. Donc voilà, et j'ai pris connaissance des diverses aides qui pouvaient m'être octroyées. Et notamment une qui s'appelle Résidence Entrepreneur Longue. Voilà, dont j'ai pu bénéficier. Donc ça a été vraiment un réel coup de pouce, puisque sans ça, j'aurais pas pu me lancer. Voilà, donc j'ai bénéficié de cette aide sur 6 mois. Et c'était. Qu'est-ce que c'est que cette aide? J'allais le dire. Ouais. Mais c'est en fait, on m'a octroyé. Non, mais j'interviens de temps en temps, pour montrer que je suis là quand même. Parce que sinon c'est. Okay. Donc c'est un salaire. On m'a donné un salaire en fait qui était équivalent au SMIC sur 6 mois. C'était 3 mois renouvelables une fois, donc j'ai eu le renouvellement. Donc équivalent au SMIC plus 500 € de frais pour tout ce qui était matières premières, déplacements, les frais en général, quoi. Donc ça a été quand même une aide conséquente. Sur 6 mois, ça fait quand même pas mal d'argent. Et c'est vrai que ça m'a permis de me lancer sans vraiment être stressé, on va dire, pour peaufiner un peu le projet au niveau du design, enfin les modèles, les kits aussi, puisque j'expédie pas mal en kit. Donc tout ça, c'est pas simple à mettre en place. Et donc voilà, ça m'a permis de me lancer assez sereinement. On va quand même juste signaler que Carton Style, tu fais des meubles en carton, hein? Carton alvéolaire, oui, tout à fait. Donc c'est une matière très résistante qui est encore assez peu connue, mais ça tient plusieurs tonnes au mètre carré. Puis à la fois c'est très léger, puis c'est écologique aussi, c'est 100% recyclable, biodégradable. Donc c'est un peu dans l'air du temps, je pense, au niveau de l'écologie, etc. Et puis j'espère que ça va durer surtout. On est un peu obligé à la fois de pas écarter ce problème, donc j'espère que ça a de l'avenir, quoi. Tu t'es posé la question à un moment donné quand même, Saint-Flour ou pas Saint-Flour pour l'entreprise, d'un point de vue économique, pour le business? Non. Ou c'était d'abord l'installation ici parce que tu t'y sentais bien? Oui, parce que je m'y sentais bien, d'une part, et puis en second, j'ai mon fournisseur qui est à Corin, donc en fait, ça touche Saint-Flour. Donc c'est très pratique pour moi. Et puis avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, il y a un site internet qui est cartonstyle.com, j'en profite un peu. Bien sûr, sans le à la fin. Voilà, donc en fait, c'est très très pratique. Puis c'est vrai qu'au niveau routier, c'est très bien desservi aussi, l'autoroute par rapport à Aurillac, par exemple. Et c'est un point, c'est le centre aussi, donc on est un peu au milieu de tout. Et finalement, c'est assez bien placé en général. Où as-tu installé ton activité? On parlait des pépinières tout à l'heure.
Moi, elle est à Saint-Flour-Haut, ici. Voilà. J'ai fait l'acquisition d'une maison, quasiment que pour son atelier, en fait. Et donc, je travaille chez moi, on va dire. J'ai un atelier qui fait 125 mètres carrés environ. Et donc, voilà, je travaille à Saint-Flour-Haut. Tu as créé ton entreprise il y a 3 ans à peu près 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. La question de la pépinière, elle s'est posée. Les pépinières existent depuis quand La pépinière existe depuis une dizaine d'années. Tu t'es posé la question de savoir si tu pouvais t'intégrer dans une pépinière? Parce qu'il y a aussi, dans la pépinière, là c'est un petit peu l'émulsion, il y a plusieurs entreprises, c'est le partage aussi de ce plaisir de création et de démarrage d'activité, quoi. Oui, un petit peu. Alors c'est vrai que je me suis renseigné au départ, donc il y avait des locaux qui étaient encore disponibles au début de mes renseignements, on va dire, et qui n'étaient plus à mon installation. Donc voilà. Et il faut créer une deuxième pépinière. À Saint-Flour. Ouais. Et puis voilà. Puis c'est vrai qu'il y a c'est beaucoup de bureaux aussi, etc. Donc moi c'est quand même un atelier, il faut de la place. Je fais beaucoup de bruit, donc je voulais pas que mes collègues m'engueulent par hasard ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est une activité qui demande quand même une certaine place et qui est assez bruyante dans l'ensemble. Donc on peut pas être à proximité de bureau, c'est un peu compliqué quand même. Et Loïc, quand tu t'es installé, est-ce que tu as pensé aussi à l'avenir, au développement de ton entreprise? Est-ce que la maison va suffire pour l'évolution? Est-ce que c'est déjà un problème que tu te poses? Oui, c'est déjà un problème. Effectivement, je manque déjà de place en fait, pas mal. Même au niveau si vous voulez, pour les expéditions, c'est un peu compliqué. Je suis en centre-ville en fait, en haut, donc c'est vrai que tout ce qui est camion, etc. Bon, c'est pas un semi, bien sûr. Il peut pas passer, quoi. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu contraignant. Et tu n'y avais pas pensé à ça quand tu t'es installé? Et non. Voilà. Non, au début, j'y ai pas pensé. Puis c'est vrai que bon, je pensais plus à des expéditions, si vous voulez, individuelles que je fais encore avec la Poste, on va dire. Et c'est vrai que j'expédie en fait de plus en plus de palettes, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Donc c'est vrai que je vais rechercher d'ici peu un autre atelier. Donc déjà plus grand. Il faudrait à peu près maintenant le double, à environ 300 mètres carrés. Et puis et un axe plus facile, quoi, on va dire, pour tout ce qui est poids lourd. Ouais. Et tu cherches sur Saint-Flour? Oui, j'aimerais bien rester sur Saint-Flour par rapport à mon fournisseur, par exemple, comme je vous disais, c'est très pratique. Et puis aussi, ça rentre dans ce cadre écologique d'avoir son fournisseur à 1 kilomètre. Bon, voilà, c'est très important aussi, quoi. Faut suivre. Je suis cette logique du début à la fin. Je m'en sers pas seulement d'argument, on va dire, de vente, mais je suis ce truc, on va dire, du début à la fin. Je travaille qu'avec des produits à l'eau aussi sur mes produits, sur mes articles, donc la peinture, la colle, etc. Tout est à l'eau. Et j'essaie de travailler un maximum avec la proximité, quoi. Tu as commencé à rechercher un local plus grand? Oui. Et alors, ça donne quoi les recherches? Ça donne pas grand-chose en fait, parce que c'est assez compliqué pour trouver un compromis. Moi, si vous voulez, j'ai besoin déjà d'une électricité, il me faut la force, etc. Le 380. Et puis aussi, il me faut une certaine isolation. Déjà, pour un confort de travail, c'est quand même plus agréable de travailler quand il fait un peu chaud, mais aussi pour le mobilier en lui-même, parce que pour la colle, par exemple, la prise, etc. Il faut un minimum de 15 degrés pour qu'il y ait ce qu'on appelle un tac, en fait, la prise de la colle. Et en dessous, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On va se retrouver avec du mobilier qui est mal collé ou qui va vite se dégrader, on va dire, entre guillemets. Donc il faut essayer de trouver un compromis et un prix raisonnable, bien sûr, aussi. Et c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Virginie, même question par rapport à Couleurs Vives. On va déjà présenter l'entreprise. Oui, alors en fait, en venant de Paris, moi j'étais graphiste donc pour une entreprise. Ouais. Et puis j'ai voulu donc rejoindre la région de Saint-Flour. Alors au début, j'ai cherché un emploi dans des agences de communication par ici. J'ai été chercher un emploi jusqu'à Aurillac en me disant que j'allais faire 100 km tous les jours, persuadée que c'était possible. Que c'était possible, oui, parce qu'évidemment, Saint-Flour-Aurillac, c'est très simple comme route à faire en plus. Ça me paraissait être plus simple en voiture que dans les transports en commun. Oui. Donc j'y aurais passé autant de temps, mais j'ai rien trouvé. Donc pas du tout d'offres, ou pas dans ce que je recherchais. On proposait des postes de technicien, mais pas vraiment de conseils comme je suis actuellement. En infographie. Oui, voilà, ouais. Exactement. Et donc, je me suis dit, le seul moyen, c'est de créer mon propre emploi, donc de continuer à garder le réseau que j'avais à Paris de professionnels et de leur proposer le même service à distance.
Et c'est là que je me suis intéressée aux télécentres et que j'ai découvert les 8 télécentres du Cantal, dont par chance celui de Saint-Flour. Benoît Paré, le manque les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, ça peut être aussi un bon vivier pour la création d'entreprises? Je pense que quand on est jeune, 20 ans, c'est dans les gènes, je crois. Ah oui? On a envie de créer, de se mettre à son compte, ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui a envie de le faire. D'où je suis assez content de l'exemple qui vient d'être cité de Loïc qui travaille avec une entreprise qui s'est installée il n'y a pas tellement longtemps sur Saint-Flour. Donc ça a créé une dynamique entre plusieurs entreprises et c'est un petit peu l'esprit entrepreneurial qui manque un petit peu à Saint-Flour, qui est en train de venir parce qu'il y a des entreprises qui sont installées. Du coup, ça crée la possibilité pour Virginie d'avoir des clients pour faire des sites internet, faire des plaquettes, faire un peu de com, et ainsi de suite. Donc effectivement, tout ça s'est mis en place. Et le résultat, je crois, à l'échelle de notre territoire, de notre communauté de communes, c'est près de 3% de population en plus. Ce qui est pas mal, avec des gens qui sont arrivés de Marseille, qui sont venus de Paris. Il y a pas mal de nouvelles têtes. 3% de population en plus. Ouais. Ce qui est pas mal. Lié à la création d'entreprises, selon vous? Aux nouvelles entreprises, à la nouvelle dynamique économique. L'arrivée, la possibilité à des entreprises de se développer. Certaines entreprises étaient là, mais le fait de trouver des locaux plus grands, de la place, on finit par créer des emplois. D'autres sont venus s'installer sur le territoire parce qu'il y avait les possibilités d'installation avec des aides soit à l'emploi, soit des exonérations d'impôts puisque nous sommes en zone de revitalisation rurale, ce qui permet quand même de pouvoir avoir quelques années avec un peu de soulagement au niveau des sorties. Et ça, je crois que sur la création d'entreprise, c'est assez important. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à un moment, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de population, où on s'en va ou on ne vient pas. Donc ça crée cette dynamique, mais ça a été un effort de plus de 15 ans qui commence à payer aujourd'hui. Et juste pour donner un dernier chiffre, nous avons 19% d'actifs en plus sur le territoire, ce qui est énorme. Oui, quand même. C'est-à-dire des gens qui habitent sur les communes limitrophes, mais qui viennent travailler à Saint-Flour. Donc tout ça crée une émulation qui fait que la collectivité a joué un petit peu son rôle, modestement, mais qui l'a joué, puis avec le plaisir d'accueillir de nouvelles têtes et de voir des jeunes de Saint-Flour comme Loïc qui ont pu s'installer sur place et s'épanouir dans leur travail. Et qui ont pu garder confiance en un territoire aussi. Je vais vous poser la question dans quelques instants de la clientèle, des clients et notamment à vous Virginie, où est-ce qu'on va chercher les clients? Parce que malgré tout, Saint-Flour, c'est une commune de 6 000, à peu près 6 000 habitants 7 000 habitants à peu près, avec une collectivité, une interco qui fait 12 000 habitants, un bassin de vie qui fait 40 000 habitants. Donc on arrive quand même à avoir un petit peu. Mais il y a un gros avantage par rapport à il y a 10 ou 15 ans, c'est que Internet a fait exploser les choses. Loïc se sert de son site Internet. Virginie travaille sur des sites Internet. Aujourd'hui, à Saint-Flour, on est au centre du monde, si on veut, grâce à Internet. Et ça, c'est très important. Oui, ça dépend aussi de l'activité. On fait une courte pause avec le questionnaire habituel de la demi. Gardez bien vos micros, c'est pour vous, autour de la table. Alors, je vous laisse le choix à chacun entre deux possibilités. On commence avec Xavier. Xavier, café ou boisson énergisante? Café. Loïc, la gueule ou couteau de pierre? Oh, la gueule. La gueule? Oui. Benoît, Vulcania ou Parc Astérix? Vulcania. Virginie, CDI ou CDD pour un premier job? CDI. CDI, déjà bien installé. Xavier, Festival d'Aurillac ou Free Wheels? J'ai rarement le temps d'y aller, mais sinon Festival d'Aurillac. Loïc, voiture ou téléphone portable, à choisir? À choisir, je dirais portable pour l'activité. Benoît, parapente ou rugby? Les deux. Et sans voiture à Saint-Flour, c'est dur quand même, non? En ski. Virginie, pour terminer, ASM ou Clermont Foot? ASM. Ah, bien sûr, évidemment. On continue cette émission avec la question de la clientèle. Créer son entreprise,
c'est aussi d'abord aller chercher les clients. Et quand même, quand on a une boîte, on essaie d'aller à l'endroit où les clients se trouvent. Pierre nous disait tout à l'heure, moi, maintenant, si je dois partir, si je dois créer autre chose, je vais aller probablement à Paris parce qu'on ouvre la porte et puis ils sont tous là, quoi, tout de suite sous les fenêtres. Ici, à Saint-Flour, c'est un peu plus compliqué. Il faut les appeler. Il y en a moins, évidemment. Virginie? Je trouve que ça dépend quel client on cherche. Tout d'abord, quand on est une TPE, PME et qu'on a une pignon sur rue, évidemment, on cherche les clients qui sont en bas de la rue. Oui. Maintenant, on peut aussi toucher pas seulement des particuliers, on peut aussi travailler avec d'autres entreprises. Je ne sais pas avec qui vous travaillez habituellement. Moi, je travaille essentiellement pour des entreprises. Donc, c'est un service plutôt B2B, ce qu'on appelle business to business. Donc, je propose des services de communication pour les entreprises, soit des entreprises qui s'installent, soit des entreprises plus affirmées, des groupes, des marques ou des collectivités. Quelles entreprises? Elles sont où, ces entreprises? Alors, je travaille avec des entreprises en région parisienne qui sont mes anciens employeurs. En fait, toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé auparavant, c'est pour ça qu'à la question, je répondais CDI, parce que j'ai eu des contrats d'assez longue durée, très installés et assez stables, qui m'ont permis de gagner un peu la confiance de ces entreprises. Et aujourd'hui, ce sont mes clients, ça ont été mes premiers clients. Aucun client dans le Cantal? Si, quand même. Si. En fait, j'ai un chiffre d'affaires qui est partagé. Je dirais que j'ai vraiment 50% de chiffre d'affaires dans le Cantal, avec des TPE-PME, mais aussi des collectivités comme la communauté de communes. Et le reste du chiffre d'affaires est fait avec des clients essentiellement parisiens ou du nord de la France. Comment décidez-vous, une entreprise d'Île-de-France, à travailler avec vous, qui êtes à Saint-Flour en plus? Est-ce que l'entreprise parisienne, ça a été à un moment donné un peu, malgré tout, une question, mince, oui, mais vous êtes un peu loin, on va pas sentir la proximité, ça va être difficile les échanges? Oui, ils ont eu un frein en fait au départ quand je leur ai parlé du Cantal, parce que c'était une région rurale et on a toujours une mauvaise idée en fait du Cantal, alors que quand on a abordé la question du télécentre, on a parlé du télécentre en disant qu'il y avait peut-être bientôt la fibre optique, la visioconférence, enfin tout un tas de dispositifs qui étaient modernes et assez puissants, et aussi la sécurité informatique. Et ça les a convaincus. C'est le type d'argument qui peut convaincre les grandes entreprises parisiennes de travailler à distance. Mais bon, il y a aussi la question de la confiance. C'est-à-dire que pour les amadoués, entre guillemets, il a fallu quand même que vous soyez sûr d'être installés au télécentre. Oui, exactement. Et il a fallu que j'apporte des preuves. C'est ce qui les a rassurés. Oui, complètement. Et j'ai mis en relation le Conseil général du Cantal et la communauté de communes avec la région parisienne, avec les entreprises de Paris, pour leur expliquer que j'allais m'installer dans ce télécentre et qu'il y avait tout un dispositif disponible et que j'avais de la place, que j'avais une date de création d'entreprise, donc c'était vraiment réel. Alors quel est le dispositif particulièrement qui les a touchés? C'est quoi, la fibre optique bientôt? Non, c'est plutôt voilà, la connexion Internet disponible, les horaires d'ouverture quasiment aux mêmes horaires d'ouverture de bureau que les leurs, et le fait de ne pas travailler à domicile. Parce que moi, je fais une activité qui pourrait se faire à domicile et ils avaient un petit peu peur de ça. D'accord. Donc, ils ne veulent pas mélanger. Ces entreprises avec qui je travaille ne souhaitent pas travailler avec des gens qui travaillent chez eux. Ce n'est pas dans leur politique d'emploi. D'accord. Alors que quelqu'un qui est dans un bureau, je trouve qu'il est plus considéré comme une entreprise. On a une adresse, moi j'ai une adresse qui est le village d'entreprise de Saint-Flour. Si j'avais 15 100 les ternes, c'est pas pareil. Ça fait pas le même effet. Ça montre, ça donne un petit peu une image de plus de responsabilité peut-être. Oui, de sérieux. Économique. Voilà. Et on est considéré, je trouve moi en rentrant dans une pépinière, considéré plus comme une entreprise réelle, qui fonctionne. Moi je dis toujours dans ma communication, je dis nous Couleurs Vives, nous faisons ci et ça. Je dis nous parce que je sais que mes clients croient qu'on est une dizaine. Alors que je suis toute seule. Voilà. Pas de salariés pour l'instant? Non, pas pour l'instant. En fait, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur parce que c'était celui qui était le plus adapté pour la création de cette entreprise, qui est une activité de conseil, ça s'y prêtait bien. Je me suis posé la question à un moment donné dans le deuxième trimestre parce que l'activité a grandi et je me suis posé la question si je pouvais, par exemple,
exemple, recruter au départ quelqu'un en CDD, en intérim, un stagiaire, enfin temporairement pour les en auto-entrepreneur, et en entrepreneur, je crois que c'est pas possible. En tout cas, je me suis pas, j'ai pas trouvé de solution. Donc pour l'instant, je suis un petit peu entre deux parce que je me pose la question pour l'année prochaine. Je sais que j'ai déjà des contrats qui vont me demander beaucoup de temps. Donc c'est un choix. Soit je traite qu'une partie des contrats, je vais faire du tri, ou alors je passe à un autre statut. Ce qui va changer évidemment les charges aussi. Voilà. Là, on rentre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle activité. Exactement. Quasiment. Exactement. Le fait d'être installé dans le Cantal, est-ce que vous êtes moins cher que des entreprises parisiennes? Est-ce que ça aussi, ça a pu peut-être décider vos clients? Non, c'est pas le fait d'être dans le Cantal qui fait la différence, c'est le fait de ne pas payer de charges de loyer, par exemple, puisque je suis dans un télécentre. La première année est gratuite pour les jeunes qui intègrent les télécentres. Donc c'est déjà un gros avantage pour la première année. Mais là, donc vous terminez votre première année le mois prochain. Après, il va falloir payer le loyer. Oui, normalement, voilà, il y a... Donc les prix vont augmenter? Un petit peu, je pense. Voilà, mais je crois que c'est tout à fait raisonnable. Hein. On n'en a pas, très sincèrement, on n'en a pas encore discuté. D'accord. Avec. C'est l'occasion là ce soir. Je n'ai pas la maîtrise. Non. Mais ça se passe comme ça. Juste pour dire un mot là-dessus et rebondir sur ce que disait Pierre au tout début, c'est vrai que les clients, ils sont pas forcément en masse devant la porte. Sauf que ça veut dire que dans le Cantal, il faut être plus exigeant avec ce que l'on fait, pas forcément avec un prix qui est plus élevé qu'ailleurs, mais on peut compenser le fait qu'on ait moins de charges, moins de dépenses de déplacement, des choses comme ça, donc on peut jouer là-dessus. Le prix, c'est pas forcément quelque chose en soi qui soit un handicap, hein. Le prix, ça représente un travail surtout. Et le fait d'être sur de la qualité, on peut faire quelque chose qui soit au même tarif que Paris, avec la possibilité de le vendre depuis Saint-Flour, mais ça oblige à se battre un petit peu plus qu'ailleurs, sûrement. Oui. Alors oui et non, je suis plus ou moins d'accord avec vous, mais vous allez peut-être me dire le contraire aussi. Quand on vend un travail, que ce soit un produit, que ce soit un service, on intègre dedans évidemment toutes ces charges, et notamment les charges de loyer. Un loyer à Paris, c'est pas du tout le même loyer qu'à Saint-Flour, Loïc. Oui, j'ai jamais vécu à Paris, mais certainement. Non, mais ça c'est sûr, de toute façon. Mais c'est vrai que ça doit jouer dans le coup, c'est évident. Mais bon, à la fois, le travail reste le même, quoi. Donc pourquoi vendre moins cher, se brader un petit peu parce qu'on est dans le Cantal ou ailleurs, non. Non. Alors le prix du travail, oui, mais après voilà, c'est les honoraires de travail, on se fait payer à l'heure en général. Enfin, on s'accorde des heures de travail et se les faire payer. Moi, je fais pas de différence. Si je travaille pour un client du Cantal ou un client parisien, quel que soit ce client, même si c'est un grand groupe, je fais facturer de la même façon. Mais peut-être que vous ne factureriez pas la même chose si vous étiez installé à Paris. C'est ce que je veux dire surtout. Ah oui, voilà. Oui, bien sûr, parce que les charges sont différentes évidemment. Mais si c'est trop cher à Paris, on est prêt à les accueillir. On leur passe le message. Voilà. Pour ceux qui nous regardent sur le 16-30.fr ce soir. Une demi-heure d'une station de ski, pour ceux qui aiment le ski, c'est pas mal l'installation à Saint-Flour. C'est bien. Bon d'accord, on va essayer de donner tous les arguments. Loïc, qu'est-ce qui a été pour vous le plus compliqué, on se tutoie une fois, ça dépend, dans cette émission. Loïc, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette installation ? Le plus compliqué, ça a été le temps que ça a pris. Le temps que ça a pris, les dossiers, enfin au niveau pour obtenir les aides, etc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de dossiers et peut-être que certains peuvent se décourager. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance je crois que j'ai arrêté mon ancien job le 30 avril et j'ai pris le 2 mai carton style, quoi. Donc ça a été assez vite. Donc, et tu as préparé les dossiers pendant que tu étais déjà un salarié ? Oui, complètement. Voilà, tu as tout fait en même temps finalement. Tout à l'heure, Benoît parlait du guichet unique qui pourrait probablement faciliter toutes les démarches, la démarche à la banque, la CCI, le comptable, et puis après les clients. Guichet unique, c'est un peu compliqué pour les clients, mais tu penses que ça t'aurait facilité les choses, toi ?
Ben certainement, c'est vrai qu'il faut s'adresser à droite, à gauche, au milieu, et parfois celui de gauche nous renvoie à droite et vice versa, quoi. Donc c'est un peu compliqué, et c'est vrai que c'est dommage sur le fait que ça peut décourager. C'est ça surtout. Bon, moi c'est vrai que j'étais très motivé, je le suis toujours, mais bon, surtout si on est un peu, si on attend, on va dire après la création pour vivre au niveau financier, etc. Bon, ça peut être un peu compliqué quand même, quoi. C'est un peu long. Voilà. Sinon après, bon, l'aide est très bien faite. Elle est, moi je vous dis, sans ça, j'aurais pas pu partir, etc. Mais voilà, il y a un temps qui est un peu long. Et bon, si ça pouvait être écourté, ça serait mieux, quoi. Aujourd'hui, dans ton travail au quotidien, où est-ce que tu vas chercher les informations, peut-être les informations du gérant, quoi, pour l'entreprise? Tu vas te renseigner à la CCI, ou est-ce que tu vas plus chercher sur Internet des infos sur les nouveaux barèmes, par exemple? Ouais, un petit peu sur Internet, je passe quelques coups de fil aussi, puis quand j'ai le temps, parce que j'en manque beaucoup en fait. Mais bon, oui, il m'arrive d'appeler, et j'ai souvent eu, bon, moi je suis à la Chambre des métiers en fait, je suis pas à la CCI, mais j'ai souvent eu le même interlocuteur, et ça, bon, quand même, il a suivi le projet du début à la fin, et bon, il répond très clairement à mes questions, quoi. Donc. D'accord. Ton interlocuteur à toi, c'est la Chambre des métiers. Oui, complètement. Oui, je suis artisan. Virginie, un interlocuteur particulier là, pendant cette année de création, enfin d'entreprise de. C'était le CFA, c'était le centre de formalité des entreprises qui m'a aidé. Oui, parce que tu es auto-entrepreneur. Voilà. Et ça a plutôt bien marché. Tu es plutôt satisfaite de tout ce dispositif qui a été mis en place pour les auto-entrepreneurs? Oui, c'est un très bon statut qui permet de lancer des entreprises. C'est un statut formidable et facile à gérer, à mettre en place. Moi, j'ai rencontré des difficultés assez difficiles parce que je suis arrivée au moment où vraiment le statut d'auto-entrepreneur venait d'être créé, il y a tout juste un an. Tu as essuyé les plâtres, comme on dit. Voilà, et très peu d'organismes connaissaient les règles, enfin la loi sur l'auto-entrepreneur. Elle n'était pas complètement écrite. Je venais du Pôle emploi, et le Pôle emploi, ils ont cafouillé dans les papiers, c'était une catastrophe. Maintenant, tout est réglé, hein. Au bout d'un an, ça a été. Mais c'est vrai qu'au début, on a un peu essuyé les plâtres. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui roule, c'est un très bon statut. Le CFA, effectivement, est le centre compétent pour répondre aux questions de ceux qui veulent connaître ce statut. Sur le site internet www.16-30.fr, dans la petite boîte à idées, sur le site, on peut aller mettre des idées pour améliorer l'autonomie des jeunes et notamment en matière de création d'entreprise. Il y a Manu Bouillet, c'est son pseudo évidemment, qui nous a marqué ça, qui a participé, nous a expliqué un petit peu son expérience. Il nous dit: j'ai participé cet été à l'école des jeunes créateurs de coopératives à l'université de Sherbrooke au Québec. Cette école permet de découvrir le montage d'un plan d'affaires, un business plan, en coopérative. Cette initiative redonne confiance en ses capacités d'entrepreneur tout en renforçant sa conscience collective et son sens de l'intérêt général, primordial dans la démarche de développement durable. Monter et proposer une telle école à la jeunesse auvergnate ou les aider à participer à cette école pourrait être une idée pour améliorer la capacité d'entrepreneuriat collectif, social et solidaire de la jeunesse auvergnate. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative et de cette école-là? Est-ce que quand vous avez créé tous les deux, Loïc et Virginie, vous aviez déjà toutes ces notions du créateur d'entreprise? Loïc? Non, on apprend un peu sur le tas, quoi, parce qu'en fait, on en apprend tous les jours. On sait pas au départ. On sait un peu quelques petites choses, mais c'est vrai que rien que par rapport au statut, par exemple, bon, il y en a vraiment des tas. Et oui, on propose alors SARL, EURL, SCI, SCOP, etc. Ça, c'est les statuts, mais après il y a les régimes fiscaux, de TVA. C'était un peu au début, on est un peu noyé, je trouve, dans la masse d'informations. C'est vrai. Oui. Vous vous êtes sentis noyés tous les deux? Énormément. Et les réponses, vous êtes allés les chercher où? Moi, j'ai bénéficié d'une formation offerte par le Pôle emploi. Le Pôle emploi a proposé une formation donnée par une entreprise du Cantal sur la création d'entreprise, comment créer une entreprise, qu'est-ce qu'un business plan, etc. Mais parce que tu étais au chômage, tu étais inscrite ou... En fait, j'avais quitté l'entreprise dans laquelle j'étais auparavant, en bénéficiant de... J'ai eu excusez-moi, je me souviens plus, c'était une rupture conventionnelle. Donc, j'ai bénéficié du chômage. Juste après avoir quitté l'entreprise, et ça m'a permis de faire cette formation. D'accord. Formation, Loïc, ou pas du tout?
Formation. Tes parents t'ont aidé un peu à faire la trésor au départ, le plan de financement peut-être, je sais pas. Non, formation oui, puisque en fait avec la résidence entrepreneur longue, comme je disais tout à l'heure, on a une formation qui est jumelée et qui est obligatoire en fait aussi, qui se passe à Appui Créateur à Clermont-Ferrand. Et elle t'a servi ? Oui, complètement. Et ça donne les bases en fait des bases de gestion, donc au niveau des statuts, de la fiscalité, etc. Donc ça a été quand même la communication aussi. Donc ça a été très important, mais ça reste des bases. Et quand on est dans le jus, on va dire, c'est quand même c'est autre chose. Mais bon, à la fois c'est très agréable. Tu as des salariés aujourd'hui ? Ou tu travailles tout seul ? Non, je travaille tout seul. Parfois, faudrait être 2, même 3, comme ce mois-ci, par exemple. Mais c'est vrai que c'est encore un peu en dents de scie, quoi, si vous voulez, l'activité. Il y a des points très hauts. Après, ça rechute un petit peu. C'est pas assez linéaire encore, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Et de prendre un salarié juste sur les coups de bourre, c'est encore un peu compliqué pour toi ? Un peu compliqué, oui, parce que si je prends un salarié, il n'y a pas de formation, si vous voulez, pour le mobilier en carton ondulé, oui, mais pas sur l'alvéolaire. Ça demande des machines plus conséquentes. Donc voilà, si je prends quelqu'un pour 15 jours, bon, j'aurai pas le temps de le former ni quoi que ce soit. Et puis bon, je vais pas lui faire, on va dire, les tâches un peu. Il n'est pas là pour faire de la manute, quoi. Moi, si je prends quelqu'un, c'est pour le former, qui bosse avec moi après, voilà. Pour qu'il me fasse gagner du temps. Et pour l'instant, donc tu fais 2 fois un plein temps, ou alors tu refuses du travail ? Non, je prends tout. Je prends tout. Donc c'est pour ça que je travaille pas mal. Mais bon, à la fois, c'est très bien. J'en suis très content. On va donner la parole à Xavier Canon, qui lui aussi a porté un projet ô combien intéressant. Avant ça, juste pour les 2 créateurs d'entreprise, comment vous voyez l'avenir ? Comment ça se passe après un an d'activité ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Pour Couleurs Vives. Couleurs Vives va sûrement s'agrandir. Enfin, j'ai des projets de m'agrandir. Donc sortir de la pépinière ? Non, rester dans les bureaux de la pépinière, peut-être occuper un bureau, mais grandir en personnel. D'accord. Parce que l'activité demanderait d'avoir un graphiste supplémentaire, d'avoir une personne qui s'occupe de la relation clientèle et puis une personne qui s'occupe plutôt vraiment de la création. Et à 2 personnes pouvoir faire ensuite la production. Parce que là, à toute seule, il y a des moments où c'était difficile de joindre les 2 bouts. Loïc ? Oui, alors moi, pour l'avenir, donc c'est m'agrandir, en fait, faire connaître le concept. Donc tu es confiant ? C'est ce que je veux dire, après 3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans d'activité, ça commence à être un peu moins en dents de scie Oui. Puis c'est surtout que ça s'est fait un peu naturellement, mais j'ai de plus en plus, je travaille en fait quasiment à 85-90% avec des pros. Ouais. Donc c'est vrai que ça s'est fait un peu tout seul. Je me suis un peu spécialisé dans l'agencement professionnel de stands, de magasins, etc. D'où l'expédition de palettes, comme je disais tout à l'heure. Et surtout pour les stands dans les salons, mais alors c'est anti-développement durable au possible, ces salons. Ça dure 2 jours, 3 jours, et puis après ça part à la benne. Le carton, idéal, non ? Ça commence à intéresser. En fait, si on le jette, je suis un peu vexé, mais c'est vrai que... oui, mais à ce moment-là, il faut faire à la chaîne. Mais c'est aussi... mais je fais quand même plus d'agencement, si vous voulez, de magasins, puisque j'essaie de faire... On trouve tout type de mobilier carton, on trouve du jetable, et après on trouve du bon comme le mien. Quoi. Donc toi, tu fais du bon. Oui, en fait, et l'idée de partir sur du jetable. J'essaie de faire du mobilier vraiment digne de ce nom, parce que toujours dans l'esprit écolo, si on fait du mobilier en carton, c'est bien, parce que c'est recyclable, mais s'il est recyclé tous les 4 jours, c'est moins bien, quoi. Donc moi, j'essaie de faire un mobilier en carton qui dure, et dans lequel on peut avoir confiance, et c'est pour ça que j'agence des magasins, notamment sur Saint-Flour, il y en a quelques-uns aussi. Sur Saint-Flour aussi ? Oui, d'accord, donc tu arrives à travailler quand même avec les gens du cru. Oui. Dernière question, Benoît Paré. On se rend compte que les jeunes créateurs arrivent et ils profitent de l'autoroute à côté, ils travaillent beaucoup par Internet. Ça veut dire quoi ? C'est un petit peu la mort du commerce de proximité ? Je crois pas. Ou les difficultés se reportent sur le commerce de proximité ? Non, il faut un bon bar pour se retrouver le soir après une bonne journée de travail. Il faut, comme on manque de temps, parce qu'on travaille beaucoup à Saint-Flour, il faut avoir des magasins de fringues pas trop loin. Non, je crois que c'est pas à moi de répondre par rapport au territoire, mais par rapport à ce que j'en pense personnellement. C'est des évolutions, il y a toujours eu des évolutions dans le commerce.
le vendeur de sabots est devenu vendeur de chaussures en cuir, et ainsi de suite. Ouais, pour prendre cette image-là, mais il y a des évolutions, quoi. Il y a des modes. À nous, ici, d'être, parce qu'on est loin peut-être des lieux où tous décident, d'être plus imaginatif et créatif pour pouvoir... J'imagine un jeune qui veut monter sa boutique de téléphone portable, tiens, puisqu'on est... c'est moderne, hein, ça va peut-être remplacer je sais pas, la boulangerie. Non, qui veut monter sa boutique de téléphone portable, aujourd'hui, je pense qu'il va peut-être se dire c'est peut-être plus intéressant pour moi de m'installer à Clermont-Ferrand plutôt qu'à Saint-Flour. C'est certain. Parce que pour le coup, c'est de la vente de proximité. C'est certain, mais on pourra pas, on va pas transformer Saint-Flour en Clermont-Ferrand ou Lyon. Ça, c'est évident. Non. Ça n'empêche que on peut avoir des boutiques qui sont manquantes sur le territoire parce que disparues depuis quelques années, et puis la mode revient et on a besoin. Il y a des magasins de vêtements plutôt sympas, très jeunes, ainsi de suite. Personne n'y croyait. Il n'y a pas de population ici pour avoir ce type de magasin. Finalement, ça a été un succès avec des gens qui venaient de Brioude, de Saint-Chély, voire d'Issoire, parce que la boutique de bouche à oreille avait fait son trou. Donc ça peut se faire. Après, c'est le bon restaurateur qui, effectivement, aura plus de chances d'avoir de la clientèle à Clermont. S'il fait de la bonne gastronomie, les gens viendront de très loin pour manger. C'est à nous d'être imaginatifs, je crois, plus que de se dire voilà, je veux aller à tel endroit parce que je suis sûr d'avoir de la clientèle. Nous, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Après, il n'y a pas de la place pour tout, je pense. Ouais. Il y a certaines choses, voilà, parce qu'il n'y a pas la clientèle effectivement locale qui permettrait de vivre de cette activité précise. Moi, je voulais rebondir. Oui, effectivement, je pense qu'on peut aussi avoir l'audace de créer de la demande, de partir d'une activité qui n'existe pas forcément. Moi, mon activité d'agence de communication, elle n'existait pas à Saint-Flour. Je me suis un peu lancée avec un peu d'audace en essayant de voir, et puis ça marche très bien. Et 50% des clients sont des petits commerces de Saint-Flour ou des associations qui finalement sont bien contents de trouver une agence. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse faire des sites internet facilement, vite, des choses comme ça, qu'on puisse faire des plaquettes qui avaient un petit peu de qualité. J'ai créé de la demande quelque part. La difficulté, c'est de trouver des gens des jeunes qui ont de l'audace pour s'installer en milieu rural. Tout à fait, il faut de l'audace, il faut être courageux. Je crois que c'est ce que je disais en introduction de l'émission, beaucoup de jeunes sont partis, soit par les études, parce que voilà, il fallait trouver du travail, on préférait partir à la poste à Saint-Flour. Je crois que ça a un petit peu changé. Les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, qui sont sans flourins, ont plus envie de rester ici parce qu'il y a une qualité de vie qui est très sympathique. Et un exemple, c'est Xavier, comme ça fera la transition. Est-ce qu'on peut faire du spectacle équestre sans vraiment avoir de clientèle sur place? Et je crois que le spectacle qu'ils ont monté, que je suis allé voir, est plutôt sympathique et ça a été un grand succès. Parle-nous, Xavier, de Diego & Co. Donc pour rebondir, on a besoin d'espace. Ouais. Parce qu'on travaille avec des chevaux. Des chevaux. Donc tout de suite, pour nous, c'est quasi impossible de s'installer dans une grande ville. Ouais. Toutes les troupes de spectacles équestres qui sont installées sont ou à proximité, mais sont de toute façon à l'écart, parce qu'il nous faut des hectares, il nous faut de l'espace, tout ça. On a l'intérêt, par contre, en tant que spectacle, c'est d'être, ce qu'on disait tout à l'heure, la 75, tout ça, et vraiment d'être au centre de la France. Donc nous, on se déplace sur tous les salons du cheval au niveau national ou sur toutes sortes d'événements en fait, sur lesquels on nous appelle. Donc ça, c'est par contre un avantage. C'est qu'on est à Rueil-en-Margeride, 15 km de Saint-Flour. À côté de la 75. On est à 5 km de l'autoroute. Donc voilà, nous, c'est les poids lourds, c'est tout ça. C'est tout de suite, avec les chevaux, c'est tout de suite un débarquement. Donc c'est tout de suite, on a 5 km, on est sur l'autoroute et on est vraiment au milieu de tout. Et ça, c'est important pour nous. Alors après, pour revenir au projet, jusqu'à l'année dernière, c'est nous qui nous déplacions justement dans les salons ou sur toutes sortes d'événements. Et on a évolué, et ça, c'était le projet qui était en stand-by depuis le début de l'association, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, l'association Diego & Co. Voilà, l'association Diego & Co a 3 ans. C'était le projet de l'association. Après, on a pris le temps de le faire. Je suis un petit peu dans le cas de Loïc, c'est-à-dire que j'ai un travail à côté. Par contre, c'était de mener à bien ma passion et de réussir à mener ce projet à bien. Donc on a pris le temps de le faire, même si 3 ans, je trouve que c'est quand même un délai relativement court.
Donc maintenant, on a installé une salle de spectacle. Alors ça avec l'aide de la municipalité, parce qu'on est locataire de toute la structure agricole, en fait, des terres et des bâtiments sur lesquels on a le centre équestre et la troupe de spectacle. Donc grâce à la mairie de Runan-Margeride, on a pu construire un bâtiment. Et donc on continue à se déplacer en spectacle, mais maintenant le but du jeu, c'est aussi de faire déplacer les gens et de faire venir les gens dans la salle de spectacle. Quelles étaient les conditions de l'aide que vous a apporté la mairie ? Les conditions, c'était de faire vivre le territoire, je pense, comme dans beaucoup de cas. Le bâtiment, il y avait 3 projets. C'était de développer une école de voltige. Donc ça, c'est vraiment une clientèle locale. C'est pour les jeunes d'ici, c'est de pouvoir les accueillir en école de voltige. On en avait déjà qui avaient intégré la troupe au départ, qui sont des jeunes d'ici. Ici, d'accord. Voilà, hormis Julien, qui lui vient un peu plus loin, il vient de Martinique. Mais bon, ça, c'est le destin qui a fait qu'il s'est retrouvé à Saint-Flour en formation au métier du cheval et il a intégré l'association. C'était l'école de voltige au niveau local. C'était de proposer des stages, donc là c'est au niveau national. Après voilà, nous on a des vitrines, c'est des salons du cheval où il y en a à peu près plus d'une douzaine en France chaque année. Ouais. Donc on est forcément dans ces salons en tant que vitrine. Et on avait beaucoup de demandes en stage. Parce que des écoles de voltige, il y en a très peu. Il y a beaucoup de gens qui font du spectacle équestre. Après, il y a très peu de gens qui sont ouverts ou qui sont moniteurs, diplômés, pour pouvoir l'enseigner ou qui ont envie de l'enseigner. Donc on avait beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc c'était, vous avez ouvert c'était des stages donc, ouverts au niveau national. Et après, c'était de créer une salle de spectacle. Et aujourd'hui, pour on va revenir sur la salle de spectacle, mais les stages viennent, les élèves viennent d'où en stage ? Alors, partout ? Oui, on a bien développé l'école de voltige locale, donc avec des jeunes d'ici. Alors forcément, on draine un petit peu. Il y a même un jeune plusieurs qui communes, j'imagine. Même d'Aurillac, il y en a qui viennent d'Aurillac. Alors ils viennent une semaine sur 2, parce que ça fait un petit peu loin. Voilà, mais on va dire que ça reste dans le local. Après, tout ce qui est stage national, c'est sur les week-ends prolongés, sur les week-ends ou sur les vacances scolaires. On draine beaucoup toute la région lyonnaise, nous. Okay. Voilà, beaucoup la région lyonnaise. Toi, Xavier, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans, de lancer le projet c'est du temps de lancer un projet, on le sait bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà au départ ? Tu étais passionné, je l'ai compris, mais il y a une différence entre être passionné de quelque chose et puis décider de monter sa structure, quoi. Au départ, j'ai voulu tout seul. Donc, je l'ai dit, j'étais passionné de ça. Forcément, ça a créé des vocations. Des jeunes du centre équestre dans lequel j'étais avant nous ont rejoints parce qu'ils voulaient faire découvrir cette discipline et évoluer avec nous. C'est là que j'ai rencontré Julien qui maintenant travaille avec nous. Et tu as l'impression que tu étais un peu fou au départ quand tu as lancé ce projet-là ? Moi non, mais certains oui. Certains oui, autour de toi. Dans mon entourage, oui. Après, parce qu'on le sait, c'est des métiers difficiles. Le monde du cheval est un métier difficile. Financièrement, c'est des métiers très difficiles parce que tout de suite, ce que je disais, on est tout de suite dans des gros frais. Il faut tout de suite des chevaux, il faut tout de suite de la place. Comment tu as géré ça ? Comment tu as géré ces frais-là ? Alors, c'est quoi, c'est la banque ? C'est non, on a fonctionné. Pas du tout. En fait, on a fonctionné vraiment au jour le jour avec toujours cette vision du projet. On a commencé à aller en spectacle à l'extérieur. Mais il a fallu acheter d'abord des chevaux. Il fallait avoir des chevaux au départ. Alors au tout départ, voilà, j'ai eu la chance, c'est que aller en spectacle sans, c'est un peu. Imaginez, j'ai un cheval. Voilà. Peut-être que dans un an, j'aurai le temps de l'acheter, j'aurai la possibilité de l'acheter, mais en attendant, imaginez-le. Non, j'ai eu la chance, c'est que le monsieur Blanquet avec qui je travaillais m'a confié des chevaux au départ. Au centre équestre. Voilà. D'accord. Et ça a été vraiment le point de départ parce que tout seul, j'aurais pas pu. Il faut inciter aussi les entreprises déjà installées dans le territoire à donner un coup de main aux jeunes créateurs ou porteurs de projets. Il était aussi passionné de ça et puis ensemble on a eu ce projet au départ c'était vraiment les débuts, donc les projets on n'en était pas là, mais il était passionné de ça, moi aussi. Il a tout de suite vu en moi cette passion et voilà, j'avais pas forcément les chevaux pour l'assouvir. Donc il m'a mis trois chevaux à disposition avec lesquels j'ai commencé donc tout seul. Et puis petit à petit, le but ça a été de créer une troupe de spectacle. Parce que tout seul, on ne peut pas faire 1 heure de spectacle. Ou alors, voilà. Oui, c'est un petit peu difficile. C'est un peu plus compliqué. Donc j'ai créé une petite troupe de spectacle. Et petit à petit, ça a été ce que je disais, c'est au coup par coup. C'est-à-dire on a vraiment évolué pas à pas en commençant à aller en spectacle. Et puis il y avait les rentrées d'argent, et suite aux rentrées d'argent, on pouvait commencer à acheter un cheval, des chevaux petit à petit qu'on a remboursés à Alain qui me les avait confiés.
Et puis voilà, on a évolué comme ça, de plus en plus de spectacles, donc de plus en plus d'entrées d'argent, et etc. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? J'aurais posé la même question. C'est quoi? C'est le fait de devoir aller aussi lentement pour des questions financières ou... Moi, j'ai un peu ce pour le loyer, finalement, tu as été, toi, assez tranquille. C'est la commune qui t'a finalement payé le bâtiment ou aidé. Mais... Oui, alors après, nous, on est locataires. Donc, mais bon, moi, je suis associé sur une structure de loisirs, en fait, avec toutes sortes de loisirs. Et donc, toujours avec Alain Blanquen et 2 associés. Et on a mis à disposition les terrains et les bâtiments pour l'association. Voilà. Donc ça, le gros coup de pouce, il a été là. S'il avait fallu le monter de toutes pièces, c'était pas mission impossible, mais voilà, si, avec de l'argent, avec beaucoup d'argent. Et nous, on a eu cette chance, c'est de commencer petit à petit, avec des chevaux, des petits moyens, et surtout cette mise à disposition de toutes les installations. Saint-Flour, tout à l'heure tu as dit c'est bien pour nous, c'est central. C'était indispensable pour toi, c'était impensable plutôt de s'installer ailleurs si on t'avait proposé aussi de l'espace, parce que de l'espace il y en a partout, hein. Il y en a évidemment à Saint-Flour, mais tu peux en trouver dans plein de départements en France, mis à part en Ile-de-France, je crois que c'est à peu près le seul qui est plutôt en manque, qui est bien saturé en tout cas. Mais Saint-Flour, c'était une volonté, c'était un choix vraiment? Assez rapidement, ça a été un choix, parce que j'ai eu des opportunités pour partir. À une époque, même toujours, les Arts nationaux prenaient beaucoup d'artistes en résidence. Donc, ce qui permet, on revenait un peu dans ce sens-là, ils mettent à disposition les installations. Parce que souvent, justement, les artistes équestres, c'est la difficulté, c'est d'avoir les bâtiments pour pouvoir progresser. J'ai jamais trop... Alors, ça a été un argument, forcément, face à la mairie, en expliquant que on avait la possibilité de partir. Par contre, moi, j'aimerais bien rester, mais... Non, mais moi, voilà, je me sentais bien là où on est installé. Et j'avais envie de rester là. Et surtout, à monter ce projet, en tout cas, j'avais envie de le monter là. Et puis, la troupe s'était montée ici avec des jeunes qui sont aussi d'ici. Donc, voilà, assez rapidement, le projet, ça a été de le monter ici. Xavier, tu es venu avec des jeunes, justement, de la troupe? Oui. Tu vas nous les présenter. On va leur donner un micro à tous les deux. À droite... Voilà, bonjour. Alors c'est lui qui a le micro. Donc c'est Julien. Voilà, donc c'est moi qui ai le micro. Donc moi c'est Julien. Oui. Je fais partie de la troupe de spectacle, mais je suis aussi le moniteur de la troupe. Très bien. Donc voilà, mais aussi artiste de spectacle. Qu'est-ce que ça t'a apporté quoi, toi, Julien, cette troupe justement? Si elle n'avait pas existé, si Xavier n'avait pas lancé le projet, tu aurais fait quoi? Tu serais où? Justement, on l'a monté ensemble. Donc oui, à la base, je viens de Martinique et c'est vrai que quand je suis venu ici à Saint-Flour pour faire la formation au métier du cheval, j'ai été en stage là où Xavier travaillait. Et du coup, le projet, tu l'as suivi depuis le début, hein, c'est ça, on l'a monté ensemble, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et c'était bon pour toi, du coup, Saint-Flour, pas Saint-Flour. Tu t'es dit, je le laisse partir dans son idée. Voilà. Moi, j'ai plutôt suivi son idée parce que voilà, moi, à la base, je viens de Martinique. Ma famille est là-bas, donc c'est vrai que j'avais pas de ville précise où travailler. Et du coup, donc, tu t'es installé ici? Du coup, je me suis installé ici. Voilà, j'ai un appartement et puis je suis salarié de la troupe, moniteur. Donc, d'accord, donc tu vas faire ta vie, ta famille alors ici. Je vais faire ma vie, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis parti voir. Pour l'instant, tu es parti pour. Voilà. Voilà comment attirer aussi des jeunes, et pas seulement des jeunes qui sont nés à Saint-Flour, mais aussi qui viennent d'ailleurs, dans les territoires ruraux, par exemple, en laissant d'autres jeunes mettre en place leurs projets. Juste à côté de toi, bonjour. Bonjour. Ton prénom c'est Nicolas. Nicolas, bonjour Nicolas. Quel âge as-tu, Nicolas? J'ai 14 ans. Et tu fais partie de la troupe aussi? Oui. Bravo, félicitations. Tu es originaire de Saint-Flour? En fait, non, je suis originaire de Ruines, donc là où Xavier est maintenant. Juste à côté? Voilà. Et en fait, ma mère est dans le monde du cheval et... Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde du cheval? Elle est monitrice d'équitation. D'accord. Donc tu voulais rester dans ce monde-là? Oui, j'aimais bien quand j'étais petit déjà, et... Mes sœurs montaient à cheval au centre équestre où Xavier a commencé. Ouais. Et quand il a commencé l'activité voltige, j'ai essayé et ça m'a plu, donc j'ai continué. Et toi, donc, tu habites encore chez tes parents, j'imagine? Oui. Qu'est-ce que tu prévois de faire plus tard? Je sais pas. Je vais lui reprendre son association et puis ça sera moi le chef.
Pourquoi pas dans le spectacle équestre, mais après, je sais pas. Tu penses rester à Saint-Flour ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas sûr encore. Voilà. Bon, mais on verra, ça aussi. Faut rester libre. Faut rester libre, oui, c'est ça. Faut rester, point, ou faut rester libre. Tout dépend des opportunités. Vous les créez bien, en tout cas tous. C'est un choix de rester dans un territoire comme le nôtre. Oui. À Paris, bon, on se pose le choix, parfois, il y a du travail partout. Nous, c'est un choix, je crois, fort. Mais après, le choix, parfois, on peut l'orienter un peu aussi, en fonction de comment les jeunes se sentent à l'aise en tant que créateurs sur un territoire. Je crois que les exemples qui ont été donnés ce soir sont de bons exemples. Ouais, des exemples exceptionnels aussi. C'est parce qu'il faut des exemples, et c'est parce qu'il y a des exemples, des gens qui essuient les plâtres, qui se lancent, que d'autres jeunes prendront le relais dans d'autres activités en se disant, ben voilà, c'est possible ici aussi. Oui, c'est aussi pour ça qu'on les a invités d'ailleurs. Voilà, c'est Benoît, la bonne opportunité. Mais ça nous a permis aussi de voir un peu là où il y avait des petits d'écrans compliqués à passer, et ça c'est aussi très intéressant de voir les failles parfois de tout ce système de création. Merci à vous d'avoir participé à cette première partie d'émission sur les porteurs de projets à Saint-Flour. On enchaîne avec la deuxième partie, comment réagissent les jeunes aujourd'hui face à leur santé, avec deux nouveaux invités sur le plateau dans quelques instants. Avant cela, avant de perdre ma voix, je vous laisse en musique avec The Kissing Mass, un groupe de Clermont-Ferrand. Le titre, c'est Disco Punk, un extrait de l'album Le Son de l'Auvergne 1, Kissing Mass, qui sera en concert d'ailleurs, je voulais vous le dire, à la Coopérative de Mai le 22 janvier prochain. A tout de suite, restez avec nous. One, two,
sur le plateau du 16-30. Merci beaucoup à vous d'être avec nous ce soir. Nous sommes à Saint-Flour et nous allons parler de santé, la santé des jeunes dans un tout petit instant. Avant cela, je vais faire un petit tour des dates de la tournée du 16-30 en Auvergne. La semaine prochaine, mardi 30 novembre, nous serons à Aurillac. On compte sur vous à Aurillac nous serons au Moment Café, 24 rue des Frères, et nous évoquerons les problèmes, les difficultés des jeunes de moins de 30 ans liés au logement et à l'insertion professionnelle. On compte sur vous donc à Aurillac. Jeudi 2 décembre, on remonte à Clermont, à la maison de quartier de Croix-de-Néra. Vendredi 3 à Montluçon, nous serons à la MJC de Fontbouillant. Samedi 4 décembre, enfin le 16-30 terminera sa tournée à donner la parole aux jeunes à Vichy, au bar L'Académie, place de la Gare. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet 16-30.fr tout au long de la semaine, quand vous le voulez, la journée, pour aller laisser vos bonnes idées dans la boîte à idées d'ailleurs, qui est sur la première page du site internet 16-30.fr. Cette émission, vous le savez, a été initié par le Conseil régional d'Auvergne pour essayer de comprendre un petit peu ce que vivent les jeunes, pour prendre leurs témoignages afin d'influencer, pourquoi pas, la politique des prochaines années. On ne sait jamais. En tout cas, un livre blanc va sortir au printemps prochain sur tout ce qu'on aura pu se dire pendant ces différentes émissions. Cette deuxième partie d'émission, on va la consacrer à la santé. Elle sera un petit peu écourtée parce que les problèmes météo font que quelques invités n'ont pas pu accéder jusqu'à nous. Malgré tout, vous êtes là, docteur Bonnet, merci beaucoup. Et vous êtes... alors, on ne vous entend pas très bien, mais je pense que le problème va se régler. Vous êtes addictologue, entre autres. Vous étiez médecin généraliste. J'ai commencé comme urgentiste, puis médecin généraliste, maintenant addictologue. Et maintenant addictologue. Alors, dites-moi un petit peu, comment réagissent les jeunes face à leur santé ? Quel regard vous avez? Qu'est-ce que vous avez pu constater pendant toutes ces années de pratique? Il y a des jeunes, on le sait très bien, qui sont un peu exclus au milieu de la santé, car ils ne prennent pas toujours aussi leurs précautions. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Un jeune pense qu'il ne va pas être malade. Donc, mais un jeune n'est jamais malade. Un jeune, c'est la force vive, non? Hélas, ce n'est pas tout à fait le cas. Et certains jeunes n'ont pas de couverture maladie. Ouais. Alors on peut peut-être faire un point sur la CMU, par exemple. On a l'impression que la CMU, c'est bon, c'est l'arme de secours de tous les jeunes en difficulté. C'est pas forcément le cas. Hein. C'est quand même une grosse aide. Mais certains, comme je le dis, pensent ne pas être malades, ne demandent pas la couverture universelle. Ouais. Et après, lorsqu'ils sont malades, ça met un certain temps, ça met des difficultés, ça pose des problèmes. Et c'est sûr que tant qu'on n'est pas malade, on s'en occupe pas. Et la CMU est accessible pour qui? À qui? C'est à partir de 25 ans aussi? C'est une couverture universelle, donc tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit, sur de certaines conditions de revenus. Et les jeunes qui n'ont pas de revenus y ont droit. D'accord. Est-ce qu'il faut une médecine? Je sais que la question se pose depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, qui travaillez sur les addictions et qui avez déjà eu la pratique du médecin généraliste? C'est intéressant. Est-ce qu'il faut une médecine spéciale pour les jeunes? Une approche particulière en tant que médecin généraliste? En tant que médecin généraliste, je vous dirais que le généraliste est apte à traiter toutes les pathologies et donc s'occuper des adolescents et de leur mal-être, de leur mal-vivre. Ça aussi, ça fait partie de la santé des jeunes. Hein. Ça fait partie le mal-vivre. Le mal-vivre en France, là, on le sait bien qu'on est des grands consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Il y a forcément une raison. Oui. Et ce n'est pas, je pense, dû au médical, contrairement à beaucoup de pensées et ce que pensent nos dirigeants. Ouais. On devrait, nous tous, jeunes ou vieux, se remettre un petit peu en question, probablement. Non, moi je pense que c'est la vie qu'on mène qui entraîne ce genre de problème. C'est réactionnel les 3 quarts du temps. Oui.
Quelle est la problématique quand on parle de santé des jeunes? Un jeune, c'est quoi? En l'occurrence, dans le 16-30, on parle et on donne la parole aux jeunes entre 16 et 30 ans. On a envie de comprendre ce qu'ils vivent. Entre 16 et 30 ans, c'est vaste. Quelle est la problématique? C'est quoi? C'est de sortir de chez ses parents, de devoir Non, c'est plutôt ceux qui sont partis de chez leurs parents. Ceux qui vivent avec leurs parents, généralement, il y a moins de problèmes. Mais les gens qui sont partis, qui sont sortis du milieu familial, qui sont sortis du milieu scolaire, notamment au point de vue prévention, on a beaucoup de mal à les joindre, on a beaucoup de mal à les toucher, du moins, à les persuader. Dans le milieu scolaire et universitaire, il y a de la prévention qui est faite, il y a des réunions, il y a des assistantes sociales, des animatrices qui vont dans les établissements. Mais d'une fois qu'ils sont sortis du milieu scolaire et qui ne sont pas encore rentrés dans le milieu professionnel, il n'y a plus absolument de moyens pour les toucher, à part vos émissions de radiologie. De radiologie. Oui, de radiologie, c'est la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Que les jeunes vont pas automatiquement, tout seuls, hésitent à aller voir le médecin, alors qu'avant, ils allaient avec leurs parents. C'est vrai, quand on a 15 ans, il y a papa ou maman qui amène chez le médecin, t'es malade, tu y vas, clac, bonjour. Non, mais là, je parlais surtout de prévention. Et pour les toucher, les jeunes, il faut qu'ils soient adhérents à quelque chose. Donc, s'ils sont en milieu scolaire ou en milieu du travail, il y a des réunions qui sont programmées, qui sont effectuées régulièrement, tandis que les jeunes qui sont, même s'ils sont pas dans la rue, qui ne sont plus en milieu scolaire, on a beaucoup de mal à les toucher pour la prévention. Tiens, Benoît Paré qui est là dans le public. Juste, on va vous donner le micro. J'ai une question à vous poser sur ces problèmes de santé, mais restez là, ou venez si vous voulez, mais le micro à chef. Par rapport, quand on est à Saint-Flour, c'est un petit peu... Venez vous asseoir là, juste 2 instants. Quand on est à Saint-Flour, c'est un peu compliqué pour des jeunes d'aller chercher le médecin, d'aller se soigner tout seul. Quelle est la problématique des jeunes ici? Saint-Flour même, je pense. Saint-Flour ou après, effectivement, c'est l'isolement, mais je crois que c'est toute la population qui est dans un certain isolement. Les jeunes peut-être en souffrent, mais peut-être pas plus qu'en ville, je crois. Il y a quand même le tissu familial qui est encore assez fort. Ouais. Les gens se connaissent, donc quand il y a un problème, même si les choses là évoluent, mais je suis pas un spécialiste. Après, il manque peut-être effectivement de gens pour faire de l'accompagnement. Ça, c'est peut-être une réalité, oui, je pense. Même si, je vous dis, je n'ai pas de notion là-dessus ou de données, mais peut-être là-dessus, il y a peut-être un manque, parce qu'on est en milieu rural et qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la population n'est pas suffisante pour installer ce type de spécialité, mais je pense quand même que le tissu familial ici, qui est encore très fort, permet de mettre des barrières par rapport à certaines choses. On parlait du mal-être tout à l'heure. Le mal-être, c'est le grand mal des jeunes aussi, qui s'exprime parfois dans les bars. Là, on est au clandestino, d'ailleurs. Oui, on est dans un bar. L'addiction, c'est aussi l'alcool. C'est plutôt ma partie, oui. L'alcool, comme je vous disais, on fait beaucoup de prévention, mais hélas, les jeunes y échappent. Même dans les petites communes comme ici, oui. Les jeunes y échappent. Surtout dans les petites communes comme ici. Dans toutes les communes, que ce soit grande ou en ville, je crois que c'est la même chose. La prévention est un gros problème. En ce moment, les jeunes, c'est Brigitte, etc., c'est une nouvelle forme de boisson, en plus, qu'on n'est pas du tout habitué en France. C'est quoi, les boissons énergisantes Non, énergisantes, il n'y a pas d'alcool dedans, mais ça permet de prendre plus d'alcool et de tenir le coup, entre guillemets, bien plus longtemps. Qu'est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on peut donner le micro à la demoiselle derrière le bar du clandestino? On va profiter d'être ici, puisqu'on parle d'alcoolisme. C'est moi qui ai le micro, mais je voulais juste dire quelque chose. Je suis peut-être à l'ancienne école, mais c'est vrai que puisque nous sommes dans un bar, je voudrais en dire un mot. C'est qu'autrefois on se retrouvait au bar, et puis à un moment vous vous retrouviez au bar? Oui, c'était le lieu de convivialité entre jeunes, où c'était le lieu de rendez-vous, on se donnait rendez-vous là, et puis de là on partait ailleurs
après un café ou une bière ou un peu de fête. Mais il y avait toujours le propriétaire du bar qui savait mettre un petit peu les limites en disant voilà, moi je ferme et ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec la répression ou essayer de contrôler un petit peu les contraintes qu'ont les bars, il y a beaucoup de jeunes qui s'alcoolisent en dehors de ces lieux-là, c'est-à-dire dans l'espace public qui est la place, voire une arrière-boutique ou une arrière-cour, voire à domicile, et là il n'y a aucun contrôle. Et là c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a basculé, mais pas dans le bon, je pense. On va lui amener le micro. Je vous laisse lui amener le micro peut-être. Ah ben voilà, c'est parfait. Votre prénom c'est quoi? Émilie. Émilie, vous travaillez ici au Clandestino, régulièrement? Tous les week-ends et quelques jours par semaine. Bon alors, les jeunes, moins de 30 ans, ils consomment quoi? Des alcools de type whisky ou vodka. Mélangés? Mélangés avec justement les boissons que vous parlez, Red Bull par exemple. Ouais. Non, mais si on cite ce qu'on veut. Bon. On fait ce qu'on veut. Ouais, surtout ça, ouais. Oui, c'est et c'est assez récent comme phénomène. Ouais, je dirais que ça fait 1 ou 2 ans que cette association là de boissons énergisantes et d'alcool, c'est assez récent. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'ils restent debout plus longtemps. Pour pas être consommatrice de ce genre de d'alcool. Vous les voyez tous les week-ends. Donc je sais pas après si ça influe vraiment. Je sais que c'est assez dangereux du coup l'association des deux, mais je suis pas certaine qu'au final ils tiennent plus comme ils disent. Est-ce qu'ils boivent beaucoup? Les jeunes, ici au Clandestino comme ailleurs, mais on va pas... Il y a le souci financier, donc je dirais qu'ils consomment moins qu'avant, mais par contre ils me prennent... ça arrive des groupes de jeunes qui prennent des bouteilles, carrément, plutôt que de prendre des petits verres comme ça. Mais c'est quand même moins fréquent qu'avant, parce que y a l'aspect financier qui rentre en jeu. Est-ce que justement la crise et l'aspect financier fait que les boissons consommées ont changé? Est-ce qu'on consomme peut-être un peu moins de les boissons chères finalement? C'est un peu ça. Est-ce qu'on les jeunes ce que disait monsieur, il a tout à fait raison dans le sens où ça va moins se passer dans le cadre d'un bar. Vous, quand ils arrivent là, ils sont déjà... Ils sont déjà bien. Et même moi, de mon bar, je vois ce qui se passe sur la place et effectivement, je vois souvent des petites bouteilles en plastique et voilà quoi. On se doute qu'il n'y a pas que du coca dedans. Il y a effectivement le côté économique. Aller au supermarché, ça coûte moins cher, un pack de bière entier. Et... On sait, on l'a toujours dit, le bar c'est l'endroit. Alors avant on se réunissait au bar pour faire la fête, prendre un verre, etc. C'est souvent l'endroit où certains jeunes viennent chercher leur assistante sociale. On sait très bien quand on est derrière un bar, on entend tout, on ne dit rien, mais on entend tout. Est-ce qu'il y a un malaise qui s'exprime de la part des jeunes? Non, de jeunes, à vous particulièrement? Non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est pas vraiment les jeunes qui vont venir se confier à moi. Eux, ils sont dans le cadre le samedi ou le vendredi soir, donc ils s'amusent. Ils sont pas là pour venir parler. Les gens qui vont venir parler, ça sera le matin au café ou même en soirée, mais pas des jeunes de 20, 30 ans. C'est plus les petits vieux du bistrot, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Les jeunes ne viennent pas, ils viennent picoler, ils sont en fête, ils sont entre eux. Voilà, ils sont entre eux, donc ils vont pas venir se confier à la serveuse. Non, ils sont entre eux, ils parleront entre eux, mais pas quelqu'un tout seul, oui, isolé, mais pas en groupe. Non, ils sont dans l'esprit fête, donc. Ouais. L'addiction, c'est un vrai problème chez les jeunes, qui touche particulièrement les jeunes aujourd'hui. Et l'alcoolisme notamment. Il n'y a pas que l'alcoolisme, il y a toutes les drogues qui sont en développement, il y a le tabac qui avait commencé à diminuer et qui repart de plus belle. Comment on l'explique ça? Comment on l'explique? La prévention n'est pas bien faite. N'est pas assez évoluée. Elle était mieux avant? La prévention tabac était mieux avant? Non, peut-être pas. La prévention, on fait des progrès aussi, mais c'est jamais satisfaisant, c'est jamais suffisant, faudrait toujours faire plus. Est-ce que c'est qu'un problème de prévention? Il y a aussi beaucoup de lobby. Il y a donc chaque fois que les médecins ou tout ce qui est prévention fait quelque chose, les lobbies, n'ayez crainte, sont au courant presque avant nous et savent lutter contre. Il n'y a pas longtemps, on nous parlait encore de boissons qui baissaient l'alcoolémie, c'est passé sur les ondes. Heureusement que ça a été démenti, mais le mal était quand même fait. Les jeunes pensent qu'en buvant après de l'alcool certaines boissons, ça va diminuer leur alcoolémie, ce qui est complètement faux.
Bon, moi, c'est comme les petits bonbons Lacroix, là Par exemple, oui, mais on en a parlé, je ne me rappelle plus. À mon époque, c'était Alcette Vert, ça a toujours existé, mais ça n'a jamais fonctionné. Est-ce que les jeunes ont conscience de leur addiction ? Non, et c'est là qu'il faut faire encore du travail au point de vue prévention, je me répète. Non, il y a un déni, les jeunes pensent que boire, c'est normal encore. Ils pensent que boire, c'est normal ? Oui, et puis ils ont conscience pour ceux qui boivent beaucoup ? Normal. Disons que moi, ce qui me choque, c'est pas. Et pourtant, j'ai que 20 ans, donc je suis dans cette génération. Mais ce qui me choque, ce sera pas le groupe de jeunes qui va venir consommer une bouteille au bar parce que on est samedi soir. Mais effectivement, moi, ce qui me choque, c'est ce qui se passe, voilà, à côté. La bouteille de Coca qu'on coupe avec du whisky, histoire de vite boire et d'être vite saoul. Enfin, ça, je trouve que ça peut être choquant parce que. On voit le petit papy qui boit sa bouteille de rouge, on dit c'est un alcoolique, mais c'est exact. Enfin, on aurait tendance à pouvoir dire que c'est exactement la même chose pour le coup, parce que boire vite fait avant de rentrer en boîte de nuit, descendre vite fait une bouteille de Coca whisky, c'est grave de se dire il faut être bien le plus vite possible et je sais pas, on perd, je trouve, la convivialité. Et ces jeunes qui le font, vous les connaissez, puisque Saint-Flour, c'est pas non plus, c'est pas Clermont, c'est pas Lyon, Paris, c'est une petite commune. Tout le monde se connaît, donc vous les connaissez. Peut-être que aussi vous étiez avec eux pendant un temps, même quand ils remplissaient leur bouteille. Comment, pour eux, c'est quoi ? Ça représente quoi ? Est-ce que c'est parce que le petit vieux qui boit sa bouteille de rouge, bon, il se cache pas, il sait probablement que il picole un peu plus que d'autres, mais et les jeunes ? Non, mais eux, il y a pas cette notion de honte à la limite à aller se cacher pour boire, c'est pas du tout ça, mais parce qu'ils ont même pas conscience de. Moi, c'est mon point de vue extérieur, quand je vois ça, je trouve ça me fait bizarre, mais eux, c'est une façon de faire la fête, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas des jeunes de 20-25 ans qui vont faire ça, quoi. C'est les jeunes de 15-20 ans, je dirais plutôt. C'est encore, on en revient au problème financier, parce qu'à 25 ans, on peut se permettre de rentrer dans un bar, de prendre une bouteille à 50 €, de la consommer tranquillement. À 15 ans, on a juste 10 € pour rentrer en boîte de nuit. On a été acheter sa petite bouteille, on fait ça avec les copains sur le parking de la boîte de nuit. Ce qui est grave, c'est que du coup, c'est qu'ils ont 15 ans quand même, quoi. Docteur Bonnet, les temps changent ? Les temps changent, c'est ce que je vous disais, on ne boit pas de la même manière. C'est tout à fait vrai. Maintenant, les jeunes cherchent... avant, on buvait et la conséquence, c'était l'ivresse. Maintenant, l'ivresse, c'est recherché. On boit le plus vite possible pour être ivre le plus vite possible et sans doute par mal-être, pour oublier, pour... Oublier quoi ? C'est quoi ? Oublier l'isolement, d'être à Saint-Flour ? Non, parce que c'est pas regarder les apéritifs géants qu'on a organisés, on en parle moins, mais qui ont été organisés, ça aussi, c'est pas que les jeunes qui l'ont fait, je pense qu'il y a beaucoup de lobby derrière. Et ça, c'était pas pour l'isolement, c'est il y a des intérêts financiers. Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui ? Chez les jeunes, je ne sais pas si vous le savez, il y a des soirées, c'est les gens qui vendent de l'alcool qui fournissent l'alcool gratuitement. Qui distribue, oui. Mais comment on fait ? Un jeune, par exemple, là, qui boit, qui fait partie du groupe qui boit la bouteille, le jour où il se dit mince, je devrais peut-être pas faire ça, c'est quand même pas normal que j'ai besoin de boire, de me mettre la tête minable avant de faire la fête. Il va voir qui pour en parler ? Ici à Saint-Flour, Ici à Saint-Flour, il y a son médecin traitant qui... Mais bien sûr. Oui, c'est le médecin traitant qui est en première ligne. Mais vous savez très bien qu'on ne parle pas de ça, son médecin traitant, qui est souvent le médecin traitant de sa mère, son père, de sa famille, son oncle, sa tante. On reçoit aussi des adolescents sans les parents. Oui, mais c'est souvent... Il y a la connaissance, il y a la connexion. On ne se sent pas anonyme quand on va parler à son médecin traitant. Je voulais revenir. Je vais vous dire, bien sûr qu'on peut aller dans des centres spécialisés, et il y en a un à Saint-Flour, l'AMPA, un CCA, c'est-à-dire un centre de cure post-ambulatoire ou ambulatoire. Oula, vous me faites peur déjà. Qu'est-ce que c'est ça ? Parce que alors, si vous me faites peur à moi, le pauvre jeune, c'est pareil. C'est simplement un médecin, un dictologue qui reçoit toute personne gratuitement. Pour essayer de voir d'arrêter de boire de façon ambulatoire. Donc ambulatoire, ça veut dire non hospitalière.
D'accord. Et donc on peut aller. Donc vous faites partie de l'AMPA ? Je fais partie de l'AMPA, mais j'ai beau habiter à Saint-Flour, moi je travaille à Aurillac. Mais vous travaillez à Aurillac. Voilà. Mais partout, les AMPA sont situés de façon assez... Je crois qu'il y a 90 départements qui sont couverts par cette association, effectivement. D'accord. Ça va jusqu'à La Réunion. ANPA. On donne l'information en même temps. AMPA, c'est ANPAA. ANPAA. Voilà, j'en ai oublié à la fin. Oui. Donc Addiction et alcool. Parce le jeune peut aller toc-toc à l'AMPA. Oui, dans tous les AMPA. Pour les mineurs, il faut être accompagné par un adulte. Mais c'est pas forcément le père, ça peut être l'infirmière du lycée, ça peut être un copain majeur, mais dès que... Est-ce que les jeunes font cette démarche-là ? Très peu. Quelques jeunes viennent à la suite, parfois même d'obligations de soins. C'est-à-dire que quand ils ont eu des ennuis, qui ont eu une ivresse sur la voie publique, qui ont fait un délit sous alcool, sont adressés au médecin de leur choix, mais le mieux c'est d'aller quand même voir un spécialiste pour ce genre de problème. Alors l'alcool c'est une chose, il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi la drogue et puis parfois le tabac et toutes les drogues. Le tabac, le problème il est où là selon vous pour par exemple le cannabis ? Oui. Fumer un pétard, maintenant on a l'impression que ça fait partie des habitudes comme on boit un verre de vin. Je parle peut-être crûment, je vous taquine aussi. Non. Et en plus, est-ce que ce que vous rencontrez en tant que médecin, vous il y a les usagers, que ce soit l'alcool, le tabac, n'importe quelle drogue. Toutes les drogues qu'on met maintenant psychoactives, il n'y a plus de drogue dure, de drogue douce. Toutes les drogues psychoactives entraînent une dépendance, une tolérance et des ennuis, donc on peut les mettre dans le même sac. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces drogues entraînent une dépendance psychologique ou une dépendance physique. Alors ce que vous disiez, le petit vieux là qui buvait son litre de vin, c'est vrai que souvent c'est une dépendance physique. Les jeunes qui boivent le soir très vite, juste le week-end, c'est peut-être simplement une dépendance psychologique, mais elle est aussi difficile à combattre. Elle est aussi difficile à combattre. Ça c'est. Oui. Tiens, je veux reposer une question concernant la drogue, justement, fumée ou même pire. À Saint-Flour, comme ici, vous faites attention un peu à ce qui se passe dans l'établissement. Est-ce qu'il faut faire attention ? Mais on ne fume plus dans les bars. Non, mais je parlais pas pas vraiment de fumer la cigarette. Oui, moi aussi, mais pour fumer du cannabis, il faut du tabac. Oui, donc les gens n'ont pas le droit de fumer du tabac dans les bars. Donc, cocaïne, par exemple, là, pour le coup, ça ne fume pas. Je pense pas que ça se prenne beaucoup dans les bars non plus. Hein. Non, pas dans les bars. Non. Même, moi, il y a jusqu'à quelques temps, j'entends des choses se dire, mais c'est vrai que Et c'est quoi ces choses, ce genre de. Mais pour moi, tout ce qui était cocaïne, c'est des choses qu'on voyait pas à Saint-Flour. Et quand on écoute parler, on se dit que finalement, peut-être que si. Mais après, voilà, vu que je fréquente pas non plus les personnes adéquates, c'est quelque chose qui me dépasse. Pour l'instant, ça reste assez discret. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Après, tout le cannabis, non, c'est quelque chose qui n'est plus discret. Personne se cache. C'est souvent que je sors dehors fumer ma cigarette et que je sens pas une odeur de tabac. Ouais. Bon, après, c'est pas dans mon bar, j'ai pas à intervenir. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ça se pratique ouvertement et j'ai envie de dire qu'ils cherchent même plus à se cacher, quoi. Oui, c'est la question que j'allais poser. Quel rapport ont les jeunes avec le cannabis aujourd'hui ? C'est presque une cigarette. J'ai l'impression que c'est c'était trop général, mais qu'ils allument un joint comme ils allumeraient une cigarette, quoi. Ah oui. Pour ceux qui fument ça, en tout cas. Mais oui, j'ai l'impression que financièrement, ils font comment ? C'est la question que je me pose aussi, mais je pense que sans du coup, je peux pas parler de ça parce que c'est pas quelque chose que je connais vraiment, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui a, en termes de prix, a relativement baissé puisque ça s'est banalisé et que du coup, parce que moi, pour connaître des gens qui fument et qui n'ont pas des revenus extraordinaires, je me pose la question. Donc je me dis, c'est forcément que, ou alors c'est vraiment qu'on est accro et qu'on passe tout notre budget là-dedans, ce qui est aussi possible. Mais je pense que c'est surtout que ça devient de plus en plus abordable, quoi. Il y a beaucoup de trafic, donc on achète du cannabis, on le coupe un peu plus avec n'importe quoi, on le revend.
il y a beaucoup de consommateurs qui dealent en même temps. Hein. Mais même des jeunes, des petits qui sont pas, qu'on n'appelle pas forcément dealers, quoi. Quand on dit dealer, c'est peut-être un grand mot. C'est peut-être un grand mot, mais il y en a beaucoup qui achètent, qui coupent et qui revendent. Donc c'est bien quand même des dealers. Ce sont quand même des dealers, oui. Un mot sur ce que vous savez dans... Moi, je ne sais rien. Non, mais voilà. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je m'en doutais un petit peu. Non, mais la communauté de communes... Non, mais attendez, j'ai des enfants aussi. Donc, quel âge ont-ils? L'aîné a 17 ans. Justement. Justement. Alors non, il est... Pris en flag ou pas encore? Non, pas encore. Mais après, bon, ça, il faut pas empêcher non plus que jeunesse se passe avec modération, comme partout. Ouais. Le problème, je crois que, mais le docteur Bonnet pourra répondre mieux que moi, combien de temps faut-il pour devenir vraiment alcoolique, alors qu'au départ, c'est plus un effet d'entraînement où on va se brûler un petit peu les ailes, à fumer sa première cigarette, à se laisser aller à une première bière, puis après une première ivresse. Le souci, effectivement, je rejoins le docteur Bonnet, on s'en aperçoit pas au début. On s'en aperçoit pas. Voilà, c'est la fête, c'est la vie, avec l'insouciance de la jeunesse qui fait que les choses se passent naturellement avec des phénomènes et des méthodes qui changent de génération en génération, avec aussi je pense une société qui est peut-être plus dans le doute de nouveau. Je pense que c'est pour ça que reviennent l'envie de fumer. Je suis effaré, moi, de voir le nombre de jeunes qui fument. Évidemment, mais ça s'est démocratisé, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens qui consommaient ce genre de produits. Bon, maintenant, comme vous dites, il y a Internet, on peut acheter presque tout sur Internet, tout circule vite, très vite, grâce à l'autoroute. Clermont est une grande plaque tournante, pour la drogue. Tous les produits se trouvent plus facilement, mais bon, la cigarette est en vente libre et c'est une addiction avec tous les dangers que ça entraîne. Je crois que c'est un consommateur toutes les mortalités par cancer ont diminué, on nous l'a assez dit à la radio, sauf celui du poumon. Quand un jeune est victime, malade, je sais pas comment on peut dire, est malade et a une addiction, est-ce que c'est plus compliqué pour lui de tendre une main, d'aller chercher une main tendue plutôt quand il est en milieu rural? Je pense pas que ça soit plus difficile en milieu rural, mais c'est toujours très difficile de demander de l'aide. Quand on a passé de déni et qu'on est capable de demander de l'aide, on peut dire que la moitié du chemin est fait. On a plus de 30 ans. On a généralement plus de 30 ans. D'ailleurs, bon. Oui. C'est un peu dramatique quand même. C'est ce que je vous disais, la prévention, la recherche de contacter ces jeunes, de leur expliquer, de leur faire comprendre que c'est pas normal de prendre une cuite, d'être ivre tous les week-ends, le samedi soir ou le vendredi soir. Alors, je vais m'adresser aux médecins généralistes, même si vous ne l'êtes plus. Si. Bon, vous l'êtes encore un petit peu. On est toujours. Est-ce que les médecins généralistes sont suffisamment formés à ces problèmes-là, pour répondre aux jeunes aujourd'hui face à leurs addictions? Oui, je pense que oui. Oui, vous peut-être, puisque vous êtes addictologue. Non, mais quand j'étais généraliste, c'est pas vieux, j'avais à peu près les mêmes connaissances. Oui, mais c'est pas une question de connaissances. Après, je parle vraiment par rapport au contact, la façon d'aborder le jeune. Ce qui manque, c'est surtout le temps. Vous l'avez dit, on parle pas assez avec les adolescents, pas seulement pour ces problèmes de drogue, etc. Maintenant, dans les études, il y a une formation pour parler à l'adolescent. C'est fait ça existe. Ça existe, oui, ça existe. On a eu dans nos campagnes reculées au rencontre du Lioran. Dans nos campagnes reculées. oui, ben, c'est ce que vous avez dit. L'isolement. C'est lui qui le dit. Non, mais on a eu une formation donc pour les généralistes il y a 1 an et quelques mois à Vic-sur-Cère dans les rencontres du Lioran sur ce problème et comment parler justement aux jeunes, comment les questionner, c'est toute une démarche particulière effectivement. Et une démarche qui est probablement à faire. Qui était à faire. Pour aider les jeunes. Mais
Mais encore faut-il qu'ils soient conscients, c'est ce que j'ai compris, oui, tout à fait. C'est surtout de les toucher, c'est de les amener à consulter leur médecin généraliste, c'est les amener à consulter le médecin de Saint-Flour qui s'occupe de l'alcool, c'est comment les toucher, c'est surtout ça. Parce qu'ils voient leurs amis, ils font la même chose, donc c'est normal. Et c'est celui qui ne le fait pas qui n'est pas normal pour eux. Et ça, c'est pour renverser la vapeur, c'est très difficile. Hein. Bon, alors évidemment, on ne vous parle pas du garçon, de l'enfant du médecin généraliste. Alors lui, il est vraiment embêté parce que du coup, il faut qu'il en parle à son père, c'est ce que je veux dire. Ah non, mais ça va, non. Plaisante de temps en temps. Moi, je suis le médecin traitant de mon fils, mais je ne suis pas le médecin traitant de ma fille. Hein. Très bien. Ah oui. Ils auront aussi le choix tout à fait du médecin. Bon. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. Un peu raccourci. Merci à tous les deux d'être restés dans ce 16-30. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles émissions, de nouvelles dates, de nouveaux invités sur le plateau du 16-30. Je recherche ma petite fiche avec les dates. Voilà, on y va. Mardi prochain, le 30 novembre, le 16-30 sera à Aurillac au Moment Café, 24 rue des Frères. Nous parlerons de logement, difficultés de logement et notamment pour les jeunes apprentis. On sait que c'est compliqué. Venez nous en parler à Aurillac. On parlera également d'insertion professionnelle. Jeudi 2 décembre, direction Clermont à la maison de quartier Croix-de-Néra. Vendredi 3, Montluçon, MJC Font-Bouillant. Samedi 4, enfin à Vichy, au bar L'Académie. Vous retrouvez toutes les dates de la tournée. Vous retrouvez sur le site internet www.16-30.fr. Vous retrouvez également toutes les émissions en podcast que vous pouvez visionner à l'infini si vous voulez, toute la journée, la nuit, vous savez pas quoi faire, clac, pour éviter de fumer une clope, de boire un verre par exemple, lutter contre votre addiction avec le 16-30.fr. Il y a les techniciens du 16-30 qui se disent non mais elle est folle, mais c'est pas possible. On se donne rendez-vous donc mardi prochain pour le prochain numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux clandestins de nous avoir accueillis aujourd'hui encore. À très bientôt, merci.